Salut tout le monde, c'est bon de vous revoir. Salutations. Attendez, arrêtez tout. Il joue dedans lui aussi? Excuse-moi mon jeune ami, mais à quoi ressemblerait Toy Story 2 sans Buzz l'éclair? Un bon film. Hello there. You take the red pill. Wingardium Leviosa. You're crazy. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Salut mes petits rangers de l'espace et bienvenue dans La Saga, le podcast qui passe de Scream à Toy Story avec grâce. Avec élégance. Avec élégance. Avec panache même. Avec panache. Je suis Sofiane et avec moi l'empereur Zolt. Ah oui, là c'était de circonstance. Obligatoire. Bonjour à tous. Bonjour. Dans cet épisode, on va vous parler de Toy Story 2, le troisième film des studios Pixar, sorti en 1999. Pour nous accompagner cette semaine, vous la connaissez pour son excellente chaîne YouTube La Manie du Cinéma, ou pour son apparition dans le tout premier podcast qu'on a fait. De la saga. Voilà. Re-bienvenue Mélanie. Et re-bienvenue à moi, voilà. Bah oui, c'est vrai, j'étais là au tout premier quand même. Je vous ai vu tout petit et maintenant... Maintenant on est moyen. Ouais. C'est grandi, c'est bon. Moyenne section. Ouais. C'est ça. On t'avait demandé ce que c'était ta saga préférée, j'imagine? Ah bah moi c'était Retour vers le futur, c'est pour ça que j'étais venue en fait. C'était clair. Mais c'est bien parce que ma deuxième préférée c'est Toy Story, donc bon je suis pas là par hasard, attends. J'ai fait l'erreur de t'envoyer un message pour Indiana Jones. Ah ouais. Et tu m'as clairement dit non, bah, je n'ai rien à faire d'Indiana Jones. Alors qu'elle l'avait précisé dans le podcast. Mais je l'avais déjà dit dans le premier. Mais à la suite de ça, j'ai revu le premier Indiana Jones et en fait je l'aime bien. Ah. Mais c'est le seul. Voilà. Ah. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est le meilleur en plus. Zoltan n'est pas d'accord. On a déjà eu des débats là-dessus, on va pas se relancer. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Toy Story? Toy Story, c'est toute mon enfance. Ouais. C'est déjà Disney, c'est toute mon enfance. J'ai été bercée à ça. Et en fait, Toy Story, c'est le film que je partage avec mon grand frère, qui est un grand fan de Disney aussi. C'est son film préféré, et donc par extension, c'est un peu devenu aussi le mien. Et je dois aller voir la saga, je dois aller voir, enfin, le 1, 2, 3, parce que pour moi, le 4 n'existe pas. Le 1, 2, 3, je dois aller voir tous les 6 mois, quasiment. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, vraiment, oui, on est quand même sur... Ah, c'est comme moi et Matrix, quoi. Bah voilà. chacun son petit film cocon, comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Tu devais être toute petite quand tu les as vus en premier. Bah, le premier, c'était 95, donc je venais de naître, donc c'est pas possible, ouais. Voilà. Mais à partir des années 2000, on avait les cassettes. Parce que nous, on les a découverts en tant que plus vers 8-9 ans, j'imagine. Ouais, c'est ça, on avait l'âge d'Andy, nous. On avait l'âge d'Andy. Bah, c'est ça, ouais, pareil, mais moi, c'était donc début des années 2000, ouais. Et c'était tellement cool, en fait, de découvrir que tes jouets pouvaient prendre vie. Et après, bah évidemment, moi j'ai pas dormi pendant des mois après ça pour voir si mes jouets prenaient vie. Et alors malheureusement, ma collection de pampans ne prenait pas vie. Et heureusement, parce que sinon vraiment j'aurais été assaillie. J'en avais beaucoup trop. Quand on voit ce qui arrive à Sid dans le premier, de ouf. On se dit que c'est forcément. Moi j'ai des traumas par Allô maman ici bébé quand même. On en parlait, je sais plus si c'était dans la version officielle ou officieuse, je sais pas. Mais oui, où le bébé voit sa chambre, ses jouets prennent vie mais de manière horrifique. Et ça donne pas envie. Oui, c'est vrai que t'en avais parlé dans l'épisode maudit. L'épisode maudit. L'épisode maudit. Je mélange. Mais en tout cas, il y a deux aspects du jouet qui prend vie. C'est ça. Ça peut être darkos quand même. Est-ce que t'avais un jouet ou une peluche fétiche quand t'étais petite? Un pampan. Un petit pampan qui est toujours chez mes parents. Pampan de Bambi? Pampan de Bambi, qui vraiment n'a plus rien. Il est tellement ratatiné, tellement je l'ai serré dans ma main, vu que ça a été ma peluche pendant près de 20 ans. J'ai dormi avec pendant près de 20 ans et il a 25 ans, quoi, le truc. Donc oui, il y a 5 ans, j'ai décidé d'arrêter de dormir avec. C'était tard, mais bon. Mais ouais, moi, c'était un petit pampan. Bah, j'ai encore mon lapin qui est là. Mais voilà, attends. Le fameux Bugs Bunny. Mon Bugs Bunny, il est juste là. Qui offre, si on arrive à 1000 Patreons. Coucou Bugs. il est pendu à la lampe. Et voilà, ça fait 10 ans qu'il est là maintenant, pendu à la lampe. L'objectif de 1000 Patreons pour gagner le... Non, jamais je donnerai mon Bunny, ça va pas. J'irai dans le feu pour mon Bunny. Surtout après avoir vu Toy Story en plus, tu vois. De ouf.
J'étais en train de regarder le film et je le regardais comme ça du coin de l'œil. Je me disais, on a eu des aventures ensemble quand même, dans nos têtes. Enfin, dans la mienne. Bah, toi, t'as eu l'aventure de la pub totale, quoi. Où tu le perds dans une station-service, le mec le garde, tu vas le récupérer. Oui, je t'avais raconté cette histoire. Ouais. Oui. Je l'avais perdu en Espagne. Ouais. La pub SO, je crois. Voilà. Et enfin, il était avec nous dans l'épisode maudit, justement, sur le premier Toy Story. Et pour quelques épisodes de Rocky aussi, il était venu. Et James Bond aussi. Oui, James Bond. Vous pouvez le retrouver tous les mois dans l'excellent podcast Année-Lumière. D'ailleurs, on va vous retrouver tous les deux. Tout à fait. Vous faites des épisodes ensemble, tout à fait. Le prochain épisode d'Année-Lumière. Moi, je suis partout. Est avec Mélanie. C'est un épisode qu'on a enregistré il y a plusieurs mois maintenant, mais du coup, voilà, il sort aujourd'hui, il sort ce mois-ci. Et on va parler d'une année pas toute récente, mais passionnante. Ouais, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas trop d'anachronisme à décaler le podcast de 6 mois par rapport au enregistrement. Oui, voilà, c'est vraiment, on est sur des gens qui sont morts dans ce podcast-là, voilà, donc ça va. On a le temps, on a le recul. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ouais. Et voilà, Année-Lumière, tous les mois, une année de cinéma avec un invité. C'est quelle année? C'est 1902, vous disiez? 1902 qui sort, effectivement. Ouais, et la prochaine année en exclusivité, ce sera 1976. Ah, pas mal. Voilà. 1976, c'est déjà un peu plus parlant pour... Voilà. 1902, vous allez apprendre des choses, nous apprendre des choses. Ah, tout à fait. 1976, vous allez plus le brosser dans le sens du poil. C'est ça. Ouais, vous allez voir, il y a des surprises, il y a des choses intéressantes. Bah, la question qu'on t'avait déjà posée la dernière fois, qu'est-ce que ça représente pour toi, la saga Toy Story? Oui, parce qu'effectivement, le podcast, l'émission maudite. Voilà. Non, oui, bah, je vais partager le retour de Mélanie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une saga qui a grandi avec moi. Donc forcément, tu grandis en tant que comme Andy, et forcément, c'est des films qui t'accompagnent à chaque étape de ta vie, ton enfance, ton adolescence, etc., etc. Donc il y a ce petit côté, c'est très thématique, mais il y a ce petit côté film doudou, saga doudou. Doudou, peluche, jouet, voilà. Vous l'avez. Blague, humour, lol. Je me force à rire. Vous voyez pas, mais tout le monde rigole. Il peut mettre des rires enregistrés. Vous l'avez vu quand? C'est lequel que vous avez vu en premier au cinéma? Je pense que c'est celui-là, moi, Toy Story 2. Le 2, moi aussi. 1, j'étais trop jeune. Moi, c'est le 3, toi, c'est le 3, parce que j'étais trop jeune avant. Moi, c'est le 2 aussi, je m'en rappelle. Ouais. Moi aussi, je m'en souviens très bien. En le revoyant, là, c'était la première fois que je le revoyais depuis le cinéma. Ah oui, mais ma copine, en le revoyant avec moi, elle m'a dit, le 2, c'est un peu celui que tu revois jamais. Ouais. Mais en fait, qui est très bien. Hein. Mais que tu revois jamais parce que... Je sais pas pourquoi, tu t'as pas tendance à te dire tiens je vais regarder le 2. Mais c'est bizarre Rocky parce 2 que... pareil. Ouais un peu, c'est vrai, il y a un peu ce truc là. C'est très bizarre parce que pourtant le 2, quand tu fais un peu des recherches dessus, le Metascore sur Rotten Tomatoes je crois ou IMDb, ils disent que c'est un 100%. C'est le film préféré de la saga en fait. Ouais. Et j'avoue que c'est celui moi je trouve qui est le plus riche sur plein d'aspects. Mais c'est vrai que par contre, ça doit être très soit générationnel, soit aussi en fonction. Nous, c'est peut-être en France, c'est pas forcément notre préféré, alors que. Mais c'est très drôle parce qu'en vrai, je me pose la question là d'en parler parce que j'ai enregistré il y a pas très longtemps un podcast sur Retour vers le futur et je me disais le 3 il a moins bien marché en France parce que ça se passe à l'époque western. Et en fait, si on y pense, le 2, il y a aussi tout cet aspect western qu'en France on est beaucoup moins touché par ça. Et est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que ce que même justement tout le petit dessin animé autour de Woody et tout, c'est des trucs qui nous touchent pas en tant que Français, c'est peut-être pour ça qu'on l'aime un petit peu moins, je ne sais pas. Ouais, moi je pense que c'est plus sa position où t'as l'impression en fait t'as l'impression qu'il y a pas les persos qui sont introduits dedans, tu les aimes beaucoup, mais finalement tu vas préférer les voir dans le 3 parce qu'ils sont déjà installés, tu vois Jessie, pile poil, tout ça. Et c'est pas l'origine du truc, donc c'est un peu l'épisode que tu oublies. Il a une identité moins marquée parce que du coup il reprend un peu le setup du 1 et on va en discuter, mais effectivement il étoffe le setup du 1, c'est une variation du setup du 1 en plus amplifié. C'est une revisité, c'est une revisité, c'est juste le point de vue et une espèce d'image miroir, mais alors que le 3 a vraiment une identité propre avec déjà un gap technologique phénoménal et en plus il se passe en dehors de la maison d'Andy, donc Andy n'est plus donc c'est vraiment un autre setup et donc il est plus identifié je pense pour les spectateurs effectivement que le 1 et le 2 qui je pense que dans l'esprit de beaucoup peuvent s'entremêler. Ouais je pense aussi. Avant qu'on se lance dans Toy Story 2... Attends, il a pas donné son jouet. Attends, mais c'était justement... pardon. On se calme, notre plan, je vais la refaire alors. Pause de glaive. Et il a mangé trop de sucre là. Non, même pas, j'ai pas fini mon paquet. Avant qu'on se lance sur Toy Story 2, toi, est-ce que t'avais un jouet, un doudou? Exact, j'ai toujours ces jouets, ces doudous chez moi. J'avais un Ziggy. Un Ziggy, c'est un petit lapin d'une marque allemande. On a tous des lapins, quoi. Mais c'est quoi le délire? Un petit lapin, voilà, qui m'accompagne depuis 30 piges maintenant, je pense. Et qui, à un moment donné, quand j'ai eu 10 ans, je suis parti au Canada et je lui ai acheté un petit compagnon qui est un élan du Canada, donc, et que j'ai appelé Ellie.
Ellie l'élan. Et du coup, maintenant, ils sont un duo comme Buzz l'éclair et Woody. C'est Ellie l'élan et Ziggy. Et du coup, je les ai, voilà, chez moi. Donc, on a tous les trois des lapins et toi, t'as des requins, c'est ça? Enfin, c'était pas mon doudou. Hein. C'était jamais le doudou. Moi. Ouais, mais ton truc préféré, cool, c'était tes requins. Ouais, le jouet le plus cool. Ouais. Parce qu'on veut doudou pour jouer avec. Et avant qu'on se lance, j'ai une question ouf, là, comme ça. C'est quoi votre Pixar préféré en dehors de Toy Story? Ah bah Toy Story, vraiment. En dehors de Toy Story. Vas-y, réponds. Le monde de Nemo. Okay. Le monde de Nemo, parce que c'est une histoire qui commence encore, mais je l'avais effectivement raconté. Mais... c'est horrible, hein, je vais me répéter, pardon. Mais oui, c'est une histoire c'est un film qui a pourtant été l'un des gros succès de l'animation mondiale et pendant un temps le détenteur du plus gros succès populaire au cinéma pour un film d'animation, le meilleur vendeur de DVD, etc. Mais pourtant, avec le temps, il a tendance à un peu à être zappé dans l'imaginaire collectif, parce qu'il y a eu Monstres et compagnie, enfin, il y a les Indestructibles, il y a eu Wall-E, il y a eu Là-haut qui ont encore mis la barre encore plus haut, alors que le monde de Nemo, à l'époque, les effets d'eau sont phénoménaux, l'histoire est complètement tarée, et c'est vrai que l'histoire est quand on regarde le synopsis, c'est complètement taré. C'est quand même un film qui commence, on cite souvent Là-haut ou Wall-E comme ces films avec des intros extrêmement frappantes, extrêmement originales, extrêmement sombres pour des films d'animation. Celle de Nemo, elle est violente. Alors que celle de Nemo est folle, ça commence quand même par un couple qui perd ses enfants qui sont tous mangés par un barracuda ou par un... Et la mère meurt aussi. Et la mère meurt, et du coup le père se retrouve avec son enfant handicapé qui se fait kidnapper, et il doit aller se faire aider par une amnésique pour retrouver son enfant handicapé. Donc ça, tu feras un thriller de David Fincher, ça passerait, sauf que c'est un film Pixar. Donc c'est phénoménal. Et en plus, il y a un nombre de séquences sublimes, folles. Et puis le charme de ce monde sous-marin n'a pas vieilli en 20 ans, et voilà, le monde de Nemo, c'est mon petit... Ils ont réussi à rendre ça riche, quoi, dès le départ. Moi, je trouve que c'est ce que je reproche vachement à Lucas, le dernier Pixar. C'est quand tu compares à Nemo en termes de comment ils installent l'univers sous-marin dans l'un et l'univers sous-marin dans l'autre, tu fais, mais il s'est passé quoi entre vous avez perdu votre réflexe. Non, Lucas, c'était pas leur objectif, je pense qu'ils ont dit. Lucas, il voulait surtout monter à la surface directement, en fait. C'était... Ouais, mais tu sens c'est-à-dire que Nemo, en 10 minutes, qui est autant de temps que Lucas passe au début, c'est bien plus foisonnant, riche, ingénieux, inventif, et c'est dommage de voir qu'ils ont un peu perdu cette marque-là, parce que même Monstres et compagnie, c'est pareil, en 10 minutes, ils te présentent le monde des monstres, et il y a plein de détails géniaux et tout ça, et ce petit truc-là, même avec En Avant, qui est un film que j'aime bien, c'est pas aussi riche, c'est pas aussi ingénieux quand même qu'avant, tu sens qu'ils ont un peu moins de malice à créer leurs univers, mine de rien. Et donc vas-y, c'est quoi? T'as eu le temps de réfléchir. Ouais, je suis allée quand même sur la liste des Pixar pour me dire, mais attends, mais c'est lequel? C'est plein. Parce que ça a toujours été Toy Story, vraiment mon gros kiff. Mais alors, je suis d'accord entièrement sur Nemo parce que vraiment l'histoire est dingue. Mais je pense que juste de cœur, parce que c'est une des plus belles musiques du cinéma, je vais dire Là-haut, parce que au niveau, en fait, c'est parce qu'on parle du film, effectivement le film est très beau esthétiquement, j'aime beaucoup la relation entre le vieux et le petit et tout, mais en fait juste la musique et les couleurs. C'est pour moi, Là-haut, c'est juste un rêve éveillé, tellement tout est... c'est inspirant, c'est grandiose. Enfin, j'adore Là-haut pour ça. Puis il y a des chiens aussi, on va pas c'est surtout ça. On va pas s'en regarder 5 minutes, il y a quand même des chiens. Ils sont très drôles, il y a Doug, quoi. Là-haut, le problème, c'est que il se relève pas de ça. Tu chiales tellement au début que t'es là, genre. Après, tout ce qui reste, c'est mignon, etc. Mais il y a pas. T'atteins tellement une hauteur. C'est limite la perfection. C'est un des courts-métrages les plus parfaits du monde. Alors voilà, le truc, c'est qu'il faut le voir en dehors du court-métrage, parce qu'effectivement, c'est un court-métrage puis le film. Ouais, mais il se relève pas de. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper déceptif comme visionnage parce que ça va tellement haut, tellement vite. En fait, après, t'es bon. Oh ouais, ok, ouais. Le truc, c'est que c'est un peu en deux parties. Après le court-métrage, c'est que toute la partie où il va jusqu'à ce pays-là, je trouve ça fantastique. Ouais, moi j'aime bien. C'est une fois là-bas où il y a le méchant. Où là, je suis d'accord que c'est un peu plus déceptif. Un troisième acte, un peu. Voilà, le troisième acte n'est pas très bon. Ouais, c'est vrai. Toi, c'était Nemo. Ouais, mais Ratatouille est quand même bien placé. Ratatouille est pas mal aussi. Alors, je tiens juste à dire que c'est un putain de tuant. Arrêtez, ce n'est pas une ratatouille, c'est un tuant. Ah oui, ça s'appelle pas une ratatouille. Mais quel beau tuant. Mais bon, c'est un rat qui le cuisine, donc je sais pas ce qu'il joue comme plus. Ouais, mais juste, enfin. Je pense qu'ils avaient le jeu de mots, ils ont pas été chercher bien plus loin. Non. Ouais, bah merde. C'est un plat français nourriture. Oui, c'est clairement un tuant. La niçoise que je suis, vraiment, continuera de hurler, c'est un putain de tuant. Merde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un serpent dans ma botte. Donc quelques jours après la sortie du premier film, John Lasseter s'est rendu compte de quelque chose, c'est que Toy Story, ça lui appartenait plus vraiment.
Ah oui. Parce qu'en fait, non mais il s'est rendu. Les droits Disney. C'est pas forcément à cause de ça. Il y a ça, mais il y a aussi, il est allé à l'aéroport. Oui. Et il a vu un gamin avec une poupée Woody. Et il était là, regarde papa, regarde ma poupée Woody comme elle est trop bien et tout. Et il s'est dit bon bah ça y est, le film il est plus à moi maintenant, il est au gamin quoi. Et donc il décide. Alors qu'en fait il était à Disney toujours. Et pendant ce temps-là, contractuellement obligé par Disney. D'ailleurs, il y a Mickey qui arrive, qui l'arrache le Woody et les enfants. C'est à moi. C'est $20. Et donc il décide de faire un grand film pour cet enfant. Voilà. Il dit, il voit ça c'est Bugs Life. Ça. Voilà. Et donc ce film c'est Mille et une pattes. Mais d'ailleurs, tiens, parlons de Mille et une pattes, parce qu'entre Toy Story 1 et Toy Story 2, il y a eu Mille et une pattes, et c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois il y a très longtemps, et j'ai complètement oublié. Pareil, 2 fois. Je l'ai revu il y a 2 mois. Et alors ? Et en vrai, il est bien. Il est bien ? J'avais vraiment un souvenir d'un truc pas forcément très drôle, très lent et tout. Pas du tout. Les personnages sont drôles. C'est bien écrit. Alors par contre, t'as pas vraiment de scénario, t'as pas vraiment d'enjeu, c'est très simple, c'est très bête. Samurai quoi, c'est un remake. Voilà, c'est exactement ça, c'est qu'en fait c'est du vu, revu et re-revu et tout est écrit d'avance. Mais par contre, vraiment toute la troupe avec les insectes est très drôle. Il y a vraiment des plans qui sont quand même ouf pour l'époque, je trouve. Bah c'est surtout ça, c'est clair. C'est ce que c'est 98. Non, ça c'est Fourmi. C'est nul alors. Qui est beaucoup mieux. Ouais, il est bien Fourmi. Qui est beaucoup plus moche, mais qui est beaucoup mieux. Il y a pas Woody Allen aussi. Oui, c'est même écrit par Woody Allen. Oh là là. Et ça parle de que c'est genre en mode fourmi dépressive. Oui, c'est Woody Allen. Oui, c'est Woody Allen quoi. Woody Allen en fourmi. Qui refuse d'être une fourmi parce que voilà quoi. Mais en tout cas, ouais, non, Mille et une pattes, pour le coup, vraiment, il faut le revoir. Pour se dire, en fait, il y a un truc. Et en fait, vraiment, on voit tout le côté Toy Story dedans. C'est vraiment juste, ils ont remplacé les jouets par des fourmis et par d'autres insectes. Parce que c'est le même genre de caractéristiques de personnages. Donc, c'est intéressant. À revoir, franchement, avec du recul, c'est vachement chouette. Moi, de toute façon, ça passe toujours plutôt bien. C'est du Lasseter, quoi. C'est peut-être le moins. C'est vrai que c'est le moins original en termes de trame et tout ça. Il est un peu convenu. Il y en a pas normal, vraiment, quoi. Oui, puis il est un peu oublié. Puis c'est vrai qu'il a été très marketé comme film pour enfants, vraiment enfants petits. Alors que Toy Story avec cette ligne un peu enfant adulte avec des blagues. Les designs sont pas terrible non plus quoi. Mais très important pour le développement artistique de Pixar et même technologique, parce que on va en parler plus tard, mais par exemple Mille et une pattes a été un des films qui a permis notamment à Pixar de rehausser son savoir-faire sur tout ce qui est jeu de lumière, notamment de transparence, des choses comme ça. Ouais, sur le nombre de trucs qu'on peut montrer à l'écran aussi. Par exemple, et ça dans Toy Story 2, c'est très important, la lumière notamment. En vrai, je pense que là, pour avoir revu un peu, je pense qu'en fait le gap le plus impressionnant dans la saga Toy Story, c'est entre le 1 et le 2. En fait. Oui, complètement. Moi, je pensais que ce serait entre peut-être le 2 et le 3. Et en fait, non, c'est vraiment là où tu fais tout ce qui était bidon dans le premier, on peut le dire, les poils du chien, tu vois, les arbres, on fait pas gaffe parce qu'ils pouvaient pas. Là, d'un coup, ça prend vie, quoi. Non, mais tu vois, c'est là où même les humains. Là, tu sens que, tu vois, Hal dans le 2, ils pouvaient pas le faire. En fait, dans le 1, sa barbe, ses poils de bras, tout ça, là, ils peuvent. La poussière qu'on voit à un moment, par exemple. Tout à fait sur Stifly, ouais. Mais t'as ça, et puis t'as des êtres humains en close-up, avec des gros plans sur eux, prolongés, avec des scènes complexes, des choses comme ça, alors qu'effectivement, dans le 1, si on mate le 1, les êtres humains, ils le montrent le moins possible, parce que justement, parce qu'ils les ont pas très bien faits. Ils sont mal faits, et du coup, on les montre 5 secondes pour dire qu'ils sont là, mais ils sont pas. Et il y a plein de trucs qui reprennent directement de Bugs Life, c'est marrant, parce que, en fait, j'ai écouté le commentaire audio du 2, c'était la première fois que j'écoutais un commentaire audio d'un Toy Story, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, t'as vraiment toute la crème, t'as Lasseter, ils sont tous là, Stanton et tout ça. Et en fait, ils te disent chaque séquence, là, on a pris les assets de Bugs Life, par exemple, le cratère au début dans la lune, sur Buzz l'éclair, c'est le truc de Bugs Life qu'ils ont agrandi, où ils ont vidé l'eau, et en fait, quand en l'agrandissant, ils se sont retrouvés ils avaient oublié d'agrandir les cailloux, donc ils se sont retrouvés avec des cailloux flottants, et ils ont dit, mais c'est trop bien ça! Donc on va les garder, tu vois. Mais ça, c'est que du gain de temps, et tu récupères des assets pour gagner du temps, et pour gagner des ressources, et parce que voilà, etc. Vu qu'en fait, surtout, c'est l'équipe de Lasseter qui a récupéré Toy Story 2 après, parce que c'était pas eux qui étaient censés le faire. Ils l'ont fait en un temps express. On va y venir d'ailleurs. Quelques mois après la sortie du premier, Pixar rencontre Disney pour faire une suite. Disney est plutôt ravi, sauf que Disney voudrait plutôt faire un direct to vidéo en fait. Parce qu'à cette époque-là, il venait de sortir Aladdin 2. Le retour de Jafar. Qui a rapporté 100 millions en profit.
C'était chouette. Juste en VO, en DVD, pas mal. En VHS. En Non, VHS. VHS. C'était VHS. encore les DVD. C'est un direct to vidéo, quoi. Pas mal, ouais. Bah, le Roi Lion 2, il a du cartonné aussi. C'était la grosse période direct to vidéo, et ça, peut-être que les gens qui sont les plus jeunes qui nous écoutent l'ont peut-être pas connu véritablement, mais c'est vrai que à partir du milieu des années 90 jusqu'à ils se sont arrêtés en 2005, 2010, je crois. Parce que oui, t'as eu quand même Bambi 2, en 2005, t'as eu encore plein de suites à ce niveau-là. 3 Roi Lion. T'as eu 10 ans où Disney sortait des suites de ses plus gros succès directement en vidéo. C'était chipouille, gros. Et du coup, il sous-traitait l'animation à des boîtes extérieures, à l'étranger, en Corée du Sud, etc. C'était pas les mêmes gars qui faisaient le doublage, par exemple. Robin Williams n'était pas revenu pour donner. Donc c'est là qu'on a eu Mulan 2, c'est là qu'on a eu Tarzan et Jane, c'est là qu'on a eu Bambi 2, c'est là qu'on a eu le Roi Lion 1 et demi. Voilà, exactement. C'est comme ça. Parce que il y a le 1 et demi aussi. Il y en a un deuxième qui s'appelle le 1 et demi où on suit Timon et Pumba. Ça c'est le 3. Oui, mais il s'appelle le 1 et demi. C'est vrai. Et Aladdin 3 aussi. Et c'est marrant parce que quand vous regardez, vous savez, sur les tranches des Blu-ray Disney, vous avez les chiffres, qui est un peu le truc emblématique dans toute la collection. Les petits ici. Et ce qui est super bizarre, c'est que jusqu'au Roi Lion, c'est genre... donc t'as quasiment 70 ans de Disney, c'est genre t'arrives au numéro peut-être 60, et d'un coup du Roi Lion jusqu'à genre Moana, t'es à 170. Genre toutes les suites. Et en fait, je me disais mais c'est quoi ça? Et en fait, en effet, c'est d'un coup il y a eu 3 suites par an pendant 10 ans, donc ça fait 30 films qui viennent s'accueillir. J'avais vu un interview où t'avais un gars de Pixar qui expliquait le parti pris de Disney, parce qu'ils se sont dit en fait on va gérer nos films comme on gère nos parcs et nos assets véritablement, nos possessions, nos IP, et du coup on va développer ça comme nos parcs, comme nos t-shirts, comme du merchandising. Chaque truc est une marque, et donc la marque doit exister. Avant, les films étaient un peu sauvés par ça, étaient un peu en dehors de cette logique un peu mercantile, et dès les années 90 c'est devenu vraiment le cas, et d'ailleurs ils ont arrêté ça pour de bonnes raisons, parce que du coup ça au bout d'un moment ça a blessé les IP. Ça a amoindri le truc. Ça a amoindri, du coup ils l'ont arrêté pour de bonnes raisons. Bon, maintenant ils font des courts-métrages et ils les lancent sur Disney+, mais du coup c'est autre chose. Ils avaient aussi les dessins animés, Timon et Pumba. Oui, les séries. Ils avaient des séries animées plutôt, Buzz l'éclair. Ça arrivait après le 2, non, Buzz l'éclair, le dessin animé? C'est fin 90, c'est ça. Il y a eu le jeu vidéo aussi, enfin il y a eu c'est du merchandising, quoi. Mais du coup voilà, ils vont faire Toy Story 2 en direct vidéo. Ils voulaient faire ça parce qu'ils sont malins, Disney. Bon, tout ça, tout le monde le sait, de toute façon. Mais en fait, ils avaient signé un contrat de 3 films avec Pixar. Et afin de ne pas utiliser un des films sur ce contrat, ils ont dit, on va le sortir direct en DVD, en VHS. Et donc, ça compte pas comme un des 3 films. Et donc, ils en ont fait 2. Et voilà. Ils ont fait Toy Story, Mille et une pattes. Et le 3e, ça aurait dû être Toy Story 2. Mais finalement, voilà. Mais ils se rendent compte d'un truc, c'est qu'une sortie vidéo, ce serait pas forcément rentable pour eux parce que les salariés de Pixar étaient trop bien payés. Et que donc, en fait, ça vaut mieux de faire une sortie cinéma pour rapporter le plus d'argent possible, parce qu'en fait, les salariés de Pixar, qui n'est pas une boîte Disney, donc ça veut dire combien ont été payés les gens qui ont bossé sur Aladdin 2, par exemple, j'imagine. Oui, c'est pas des Coréens du Sud, c'est des Américains. Voilà, et qui ont sûrement une union bien pourrie. Enfin, voilà, quoi. Et donc, ils pouvaient pas sous-traiter forcément en les payant des misères, et du coup. Et donc voilà, ils décident de faire un vrai film qui sort au cinéma, donc à cause de ça, parce qu'ils étaient trop bien payés. À 90 millions de budget d'ailleurs. Ouais, 90 millions de budget, c'est 60 millions de plus que 60 millions de plus. Bon, d'accord, que jusque-là, Lasseter est pas impliqué encore. Non, Lasseter, il bosse sur Mille et une pattes pendant tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. En 97, Disney est mécontent de la lenteur du projet, mais impressionné par les premières images, et c'est là qu'ils se disent vraiment, on va faire vraiment un vrai film. Ils font un nouveau deal avec Pixar de 5 films qui ne comptent pas Toy Story 2, puisque Toy Story 2 se retrouve de nouveau dans les 3 films. D'accord. Ils sont forts Disney quand même, à chaque fois que ça les arrange. Et les 5 films devaient être chacun des histoires originales pour que Disney puisse obtenir plus de personnages nouveaux à vendre en produits dérivés. Dans l'idée, c'est dommage Non mais c'est dommage qu'ils aient plus cette mentalité-là. C'est le fameux meeting dans le café là qui raconte dans Pixar Story, où il se dit on s'est tous posés dans un café et on a tous brassé avec Stanton, Pete Docter, Lasseter, etc. On a tous brassé des idées, et c'est là qu'est sorti les histoires de Monstres et compagnie, Monde de Nemo, Wall-E déjà. Donc déjà en 96, les mecs ils sont posés dans un café.
97, ils ont fait et les ils ont 10 dit ans en fait Pixar, dans 10 ans on fera Wall-E quoi. Déjà ils avaient C'est quand déjà même posé fou. des, C'est quand même des trucs fou. là. Ouais, quand tu vois c'est tous les scénaristes de Toy Story 1 sans Joss Whedon, en gros, qui s'étaient retrouvés dans cette réunion. Dans le commentaire audio du 2, il y a un moment où il fait une référence à une idée de Josh Whedon où Monsieur Patate, il utilisait son œil pour regarder sous la jupe de la bergère. Putain, Joss Whedon, voilà. Et ils l'ont enlevé, enfin, ils sont pas le bout de l'idée, mais ils le balancent comme ça. Ah bah bravo quoi. Lorsque la production devait démarrer en fin 97, les 300 employés de Pixar étaient occupés à faire mille et une pattes. En fait. Donc Steve Jobs, on n'avait pas trop parlé de lui aujourd'hui. Ah bah, il est quand même un peu à l'origine de Pixar. Ouais, mais on en parle d'habitude. Enfin, il est plutôt discret. Il donne de l'argent, mais en dehors de ça, il est plutôt discret. C'est quand même un de ses investissements où il a été le plus discret, où il s'est pas mis en avant. Et qui a été le plus abondant, quoi, quand même. Ouais. En dehors d'Apple, évidemment. Ouais, c'est pas mal. En dehors de ça. Non, mais Apple, il s'est mis en avant, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors que là, il s'est mis sur le retrait. Apple, c'était son revêtu. À cette époque-là, genre fin 90, Steve Jobs revient à Apple. Ouais. Donc il a vraiment d'autres choses à faire qu'à s'occuper de Pixar. Parce que du coup, il est en train de préparer l'iPod et l'iPhone et des choses comme ça, donc qui vont arriver en 2000-2001. Ouais. Mais à cette époque-là, en fait, il y avait une section jeux d'ordinateur à Pixar. Qui faisaient des CD-ROM. Et en fait, ces gens-là, ils avaient fait tellement d'images de Toy Story originales que Steve Jobs a dit on ferme cette division et ces mecs-là, ils vont bosser sur Toy Story 2. Vu qu'ils avaient fait plus d'images des personnages de Toy Story qu'on en voit dans le premier film, en fait. Donc il s'est dit bon, bah allez, on va recycler ça. Il s'est quand même passé un truc de ouf pendant tout ça, c'est que tout le travail a failli être perdu en 98. Mais cette histoire est juste c'est un truc de malade, ouais. C'est un employé de Pixar qui a supprimé tout le travail dans les serveurs sans faire exprès. Il a rentré la mauvaise commande et il a supprimé tout le travail qu'il y avait sur les serveurs. En gros, il voulait faire du nettoyage sur juste un dossier. Vraiment en mode, voilà, ta commande de je fais juste un nettoyage. Sauf qu'en fait, ce bon con, on va dire, ce bon zozo, il a en fait fait ça sur l'entièreté du projet. Il a mis dans le bin. Tac. Il fait comme le mec d'American Pie qui veut sélectionner une adresse mail et qui finalement envoie sa webcam. Imagine le truc, quoi. La vache, angoisse. Heureusement que t'as des mémoires caches. Donc ils ont perdu 90% de leur travail. Bah là, ils avaient tout perdu pour de vrai. Hein. Non, mais en fait, ils se sont rendus compte que la sauvegarde ne fonctionnait plus depuis un mois. Donc là, il n'y avait pas eu de sauvegarde à cause de ça. Il n'y avait pas eu de backup. C'est quand même fou. Et en fait, ça a été sauvé grâce à la directrice technique qui travaillait à la maison pendant ce temps-là. Elle s'occupait de son nouveau-né. Et elle a révélé avoir des sauvegardes sur son ordinateur personnel. En gros, c'est elle qui avait gardé des trucs. Sur des disques durs. Merci. Genre, elle avait des sauvegardes sur un disque dur dans son salon. Ordi, voilà. Mais genre, c'est combien de gigas J'en sais rien. Elle devait, tu sais, quand tu bosses dans ce milieu, tu dois avoir des ordis bien. Ouais, mais là, je veux dire, pour tout le travail de plusieurs films, je me dis que ça doit être des centaines de téras que t'as pas forcément chez Watt. Et ils avaient perdu seulement quelques semaines de travail sur l'année entière, et surtout à l'origine, c'était quand même 100 millions de dollars de budget quasiment. Je crois qu'il était déjà parti ou un truc comme ça, non? Bah, en fait, au final, il y a eu 90 millions de budget. Non, voilà, pardon. Sur les 100 millions, il y en avait quand même une grosse partie qui était déjà prise, c'est ça que je voulais dire. Oui, là, on était bien lancé. C'était en 98 déjà, le film il sort en 99, enfin tu vois. Oui, enfin après, vu ce qu'ils ont fait encore après Pixar, c'est vraiment cette histoire ne s'arrête jamais en fait. À tous les Toy Story, j'ai l'impression qu'on trouvera des trucs à dire. Hein. Peut-être pas le 3, si le 3. Si, le 3, ils ont dû refaire tous les personnages. Ok. Parce que du coup, tous les assets et tous les modèles 3D avaient été devenus obsolètes et fonctionnaient plus sur les nouveaux ordi. Donc ils ont dû refaire des Woody et des Buzz de zéro. Ah ouais. Bon, le 4 c'est la 7 heures le problème. Oui. Voilà. Donc il y aura forcément toujours un truc à dire sur la bonne saga. Donc après avoir fini Mille et une pattes, la 7 heures décide de se pencher sur Toy Story 2 et il fait mais c'est de la merde. Ouais, il fait c'est vraiment de la merde. Il dit c'est pas du tout satisfait, c'est pas on peut pas faire vendre ça estampiller Pixar, ça va faire du mal à la marque. Tu imagines quand t'es les tocards à côté, le gars il vient une fille dans son film, il dit mais c'est de la merde, attendez, je le répare. Alors il te fait un bon film en 2 secondes. Mais tu sais, genre t'as l'impression d'être le loser de base. Ça aurait été drôle de faire un film sur le mec qui avait fait Toy Story avant lui, tu sais, qui est genre je suis une merde. Sur les versions de Toy Story avortées, comme celle du 3 par exemple, qui verra jamais le jour. Le gars qui fait que de la merde. Donc il décide d'aller voir Disney et de négocier pour que la sortie soit repoussée en gros et que le film soit retravaillé. Disney étant Disney, ils ont dit lol nop, exactement. Et il doit refaire tout le film en 9 mois. Ouais.
Voilà. Ça, Un vrai bébé, 9 mois. Ça, c'est fou, Voilà. quoi. Ouais, c'est ça, c'est un enfant, il a accouché d'un enfant et il y est arrivé. Et c'est là où tu vois quand même que Pixar, c'est pas de la merde. Après, ce qui est intéressant à mettre en contexte, c'est que, on en avait parlé pour le Toy Story 1, mais c'est vrai que Toy Story 1, Pixar, quand ils font Toy Story 1, ils ont 30 millions de budget, ils sont 150 dessus, donc ce qui est déjà un nombre conséquent, mais ce qui, dans le monde de l'animation, reste quand même modeste. Et ils ont une poignée d'ordi pour faire le Toy Story 1. Toy Story 1 connaissant un succès colossal. 4 ans plus tard, pour faire Toy Story 2, le nombre d'employés Pixar a triplé. Ils sont 450, je crois. Il y en a 325 qui bossent sur Toy Story 2 spécifiquement. Et puis ils sont passés à des fermes où il y a des centaines et des centaines d'ordinateurs. Et donc du coup, on va dire, c'est déjà en à peine 4 ans, Disney a pris une ampleur phénoménale. Pixar, et du coup, Pixar a pris une ampleur phénoménale et est déjà devenu un bon gros bébé d'entreprise qui n'a rien à voir avec comment ils ont fait Toy Story 1, qui était beaucoup plus artisanal, on va dire, que sur ce 2, quoi, déjà. Steve Jobs essaie de s'en mêler. Il va voir Disney. La thune. Donc quand même, quand t'es Steve Jobs, normalement t'as un certain pouvoir. Mais c'est Disney, donc lol up, encore une fois. Il va aller voir, mais Disney a un très bon raisonnement, c'est qu'on a déjà préparé tous les produits dérivés qui sont prêts à être mis en circulation. Et on peut pas repousser parce que voilà, on a besoin d'avoir les revenus, les stocks, voilà, exactement. Ouais, mais attends, les produits dérivés, c'est Woody et Buzz, c'est les mêmes que du 1 du coup. Non, il y a pas mal de nouveaux personnages quand même. Jessie et Big Paul, ça se vend bien, je pense. Et Stinky Pete. Ouais, mais c'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant d'ailleurs parce que quand il raconte ça, Lasseter, il a pas vu son gamin pendant plusieurs années, quasiment, enfin toute l'année. Ouais, en gros, ils ont passé 9 mois à limite dormir sur place. Et c'est ce qui l'a inspiré. Non, c'est Pete Docter. Non, attends, c'est lui, c'est pour Cars. Ouais. Ça, c'est non, ouais, c'est après. Après, le Lasseter, le voyage en voiture avec ça. Ouais, c'est ça. Ça c'est après cette espèce de longue période, il a fait un gros road trip avec sa femme qui lui a inspiré et son enfant qui lui a inspiré Cars. Mais je crois qu'il y a aussi un autre truc qui a inspiré un autre film Pixar du fait de jamais voir son gamin pendant X temps. Attends, tu veux dire qu'il y a des films Pixar qui parlent d'enfants? Nemo. Lequel? Nemo, ouais. Non, Nemo c'était oui, c'est Stanton et c'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être Nemo qui vient vraiment de cette espèce du fait que Stanton n'a pas vu son gamin pendant une certaine période et tout. Donc Lasseter décide de réengager toute l'équipe du premier film parce que il bossait sur Mille et une pattes, donc et il décide d'ajouter 12 minutes en plus tout en se débarrassant de ce qu'il n'aimait pas, en fait. C'est ça les plus gros changements dans le film. Après, je pense, l'idée originale venait de lui, parce que, en tout cas, quand t'écoutes ce qu'il dit, c'est que cette histoire d'inversion des deux personnages, où c'est Buzz qui va sauver Woody et Woody qui se retrouve chez un collectionneur, ça, c'est un truc qui venait de lui à la base, parce que c'est une idée qu'il a eue suite en fait, dans son bureau, lui, c'est un énorme collectionneur de jouets. Et quand il y a ces gamins qui viennent lui rendre visite dans son bureau, il joue toujours avec ses jouets de collectionneur et lui ça le crispe. Et il se disait mais ça doit être, maintenant que je connais le point de vue d'un jouet, ça doit être horrible d'être un jouet de collection. Enfin, ça doit être horrible. Et à la fois il y a des jouets qui sont jamais achetés, qui deviennent des jouets de collection, donc ça inverse leur rapport à ce qui devrait être à la base. C'est le même thème dans le film Lego. Un peu, ouais, c'est vrai. Un petit peu. Un peu plus même poussé là-dessus sur le rapport de comment jouer avec des jouets. Ouais. Et d'ailleurs, le collectionneur qu'on voit dans Toy Story 2 est basé directement sur Lasseter. Ah bah il le dit pas lui. C'est pas super flatteur, mais oui, effectivement. Oui, parce que Hal il est pas. Non, c'est pas un très bon perso du tout. C'est un bon méchant. Non, c'est ça. Il est pas basé. Le comportement est pas basé sur lui. C'est plus l'idée d'un mec qui collectionne des jouets. Oui. Qui est une super idée. Qui est une super idée parce que quand tu penses jouer, tu te dis ok les enfants, donc ça me donne un arc narratif ou un point. Mais là, ça permet d'inclure aussi un autre regard, aussi un peu dans la sphère des jouets. C'est ça. Super. Beaucoup de scènes abandonnées ou coupées du premier film sont recyclées dans la suite. Ouais, tout le magasin de jouets en fait, quasiment. Aussi la brocante, le vide-grenier. Le vide-grenier, quand le rêve où Woody est jeté à la poubelle. C'est recyclé quasiment image par image. Elle est atroce cette scène, elle est atroce. Ouais, non, c'est vrai, elle est dark. Mais vraiment, en la revoyant tout à l'heure, c'est ça, pour un Toy Story, tu te dis, vraiment, moi c'est... Ce moment où t'as Andy qui jette comme ça et qui dit ah mais je ne jouerai plus jamais avec toi et t'es genre ah ouais, en plus il est horrible le moment où il s'est un zombie et tout. C'est un mème maintenant en plus. Ah ouais? Ah bon? Parce qu'autant le même connu de cet épisode-là, c'est les Buzz et Woody. Buzz et Woody, ouais, mais même celui-là où je joue plus avec toi, je l'ai vu il y a pas si longtemps avec quelqu'un qui disait Dune.
Et avec le trailer de Matrix, tu vois, et il voyait Dune, il dit je veux plus jouer avec toi, je veux jouer à Matrix maintenant. Et c'est vrai que la conversation avant avec comment il s'appelle le pingouin Sifli, ouais. elle est aussi très dark parce que du coup c'est quand même ce truc de l'étagère et c'est genre toute façon à la fin ils finissent tous sur l'étagère et donc à la fin ils meurent tous. Mais en fait c'est un film sur le, enfin ça brasse toujours ça brasse toujours Toy Story, ça brasse toujours la mort, la séparation, le sens de la vie et c'est l'obsolescence d'autant plus du jouet, mais aussi comme tu dis sur il y a toujours ce rapport au propriétaire, mais aussi à l'enfant qui grandit, qui est encore plus présent dans le 3 évidemment, mais celui-ci commence à amener le fait que ça y est, il commence à grandir, et qu'est-ce que devient un jouet sinon obsolescent. C'est une crise, c'est un peu comme si Woody faisait sa crise de la quarantaine et il sent la mort venir de plus en plus proche. Et donc ce film est plus là-dessus. Qu'est-ce que c'est joyeux. Et à la fin, il accepte le 3 est encore pire. Et à la fin, il accepte sa mort et à la fin, il accepte, on va dire, sa mortalité. Mais c'est vrai que c'est une grosse. Il y a aussi je pense que dans ce film, il y a aussi un parallèle plus accentué entre le rapport entre les jouets et le fait que ça pourrait symboliser un peu les enfants. Tu vois, c'est le rapport que Emily on va avoir avec Jessie dans le film. C'est un peu un rapport d'un parent et de son enfant qui d'un coup voit que son enfant s'en va et tu vois, est devenu et je pense qu'ils ont accentué un peu plus ce parallèle là aussi, là où dans le premier c'est beaucoup moins marqué quoi. C'est très dense hein. Ouais il est plutôt dense. Après c'est agréable parce que c'est enrobé dans une trame ultra efficace quoi. Ça reprend la trame, c'est ce qu'on disait, c'est que ça reprend la trame qui est quand même assez simple, c'est un rescue mission etc du 1 et ça l'amplifie avec des thèmes et une profondeur de thèmes phénoménale et ça c'est dense ouais. Donc les employés ont fait beaucoup d'heures sup. Comment ça, mais pas du tout. Avec des animateurs qui sont plaints parce qu'ils souffraient presque tous du syndrome de canal carpien là. Ils avaient tous ça apparemment dans l'équipe. Et un animateur a même oublié de déposer son bébé à la crèche et l'a ensuite oublié dans la voiture en allant au boulot. Voilà, tellement ils étaient fatigués. Et on appelle ça, dans le monde du jeu vidéo, le crunch time, en fait, quoi. Et c'est de plus en plus répandu, et je pense que Pixar a bien commencé cette culture un petit peu, si je me trompe pas. Ça me fascine, j'arrive pas du tout à comprendre, j'arrive à comprendre, malheureusement, mais je me dis, c'est des gens qui ont une capacité qui est quasi hors norme, tu vois, des capacités d'animation comme ça. Il y a que ces gars-là qui savent le faire. Et d'arriver à être pressurisé comme ça par une boîte, ça, je pense que c'est le quotidien actuellement de tellement de gens, parce que dans les SFX et dans je pense que tous les films aujourd'hui font appel à des énormes paquets de SFX. Et je pense que c'est le quotidien de tellement de boîtes dans le monde actuel. Parce que que ce soit le dernier truc créé dans l'industrie, que ce soit le moins protégé. Après c'est les Américains, c'est notre manière aussi de bosser. Le crunch, on l'a eu aussi sur des boîtes de jeux vidéo françaises. Bien aussi, sûr, malheureusement. mais j'ai l'impression que c'est sur Ubisoft. J'ai l'impression qu'en tout cas c'est très américain. C'est vraiment, alors aucun rapport, mais même si j'ai pas aimé la série, dans Emily in Paris, dans le premier épisode, il y a un des personnages français qui commence à dire voilà, c'est vous les Américains, vous ne vivez que pour travailler, alors que nous on travaille juste pour vivre. Et t'es là genre, c'est dégueulasse, mais c'est un peu vrai. C'est vrai, oui, d'accord. On est censé dire Emily in Paris. C'est ce que sur Twitter, ils ont sorti ça et tout le monde les insulte. Moi, je vous invite surtout à regarder la VF d'Emily in Paris. Ah mon dieu, ça va être quelque chose. C'est très drôle parce que ils parlent tous français, mais faut quand même signifier le moment où elle est supposée parler en anglais. Et c'est très drôle. D'accord, oui. C'est très très drôle. Donc le film est finalement sorti à la date prévue de novembre 99. Mon film de Noël. C'était sympa l'année 99. Matrix, American Beauty. Et c'est que à l'époque, ce n'est que encore le 6e film entièrement fait par ordinateur. Quand il sort, il y a eu juste 6 films qui ont été faits par ordinateur depuis 4 ans. Il y a eu donc Toy Story, Mille et une pattes, Fourmise, et tu vas mettre dedans, il y a eu un truc sur Marvin le Martien et un film européen un peu obscur et un peu dégueulasse. Le truc avec les jouets, les petites boules extraterrestres là, un peu horribles. Non, je vois pas du tout les deux autres dont tu parles. Non, mais les deux autres sont assez obscurs, mais quand tu vas regarder la liste, et Toy Story 2 n'est que le 6e, alors qu'en 10 ans ça va exploser, mais voilà. Donc ils sont encore dans les... Quand ils font le Toy Story 2, ils sont encore dans les pionniers, ils sont encore à débroussailler pas mal de choses. Et maintenant, on peut compter sur les doigts d'une main les films d'animation classiques qui existent encore de nos jours. C'est ça. Voilà, exactement. Qui sortent de nos jours, là, cette année, il y a eu combien de films d'animation classiques? Je sais pas, il y en a apparemment très bien qui sortent cette semaine d'ailleurs. En vrai, moi j'étais allée au festival d'Annecy, des films d'animation 2D, il y en a encore
plusieurs qui sortent et qui sont qualitatifs. Mais c'est vrai que alors, c'est du 2D, mais avec un peu de 3D dedans, en fait, souvent. Évidemment, c'est ça. Mais ça reste quand même beaucoup de 2D. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros basculement. Non, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on n'est plus du tout dans l'animation traditionnelle, dans le sens où tout est fait par ordinateur et même si c'est des dessins, c'est animé d'une manière totalement différente que les feuilles qu'on enquille au fur et à mesure. Mais après, c'est des styles. Mais en effet, il y a quand même des cultures. Autant les Américains, ils ont clairement perdu cette culture-là. DreamWorks, ils ont essayé dans les années 2000, ils ont arrêté après quelques Spirit, c'est peut-être le dernier, je crois. Et Disney, ils en font plus. C'est Princesse et la Grenouille, je pense, le dernier. Ouais, je crois. C'est Winnie l'ourson, il me semble, en 2011. Ils font encore le petit dinosaure en cassette qui est en 2D. Ouais. Mais après, en tout cas, les Japonais, eux, ils ont une culture ultra forte qui n'est pas du tout en train de diminuer. Et en France, on a pas mal de films, on a un vrai renouveau en tout cas de l'animation. Calamity dernièrement était magnifique. Calamity, on a j'ai oublié mon corps, j'ai perdu mon corps, qui est pas pareil. Là, il y a un film qui sort aujourd'hui qui est mercredi dernier pour les gens qui écoutent le podcast en Gien, qui s'appelle Le Sommet des Dieux, je crois, qui est ça a l'air magnifique. Bon, il y en a beaucoup en fait, mais c'est sûr que venant des Américains, c'était plus ça que je voulais dire. Les Américains, ils ont vraiment perdu leur savoir-faire. À partir du moment où Disney ne le fait plus du tout, ça veut tout dire, quoi. Ça, pour le coup, au film américain d'animation style 2D, je vois pas avant. Là, récemment, j'en vois pas. Un budget de 90 millions, comme on disait tout à l'heure, donc 60 millions de plus que le premier. Ça se voit. Ça se voit beaucoup, quand même. Effectivement. Ça se voit qu'il y a quand dans même les textures, dans les décors. Et au box-office, ça a fait 500 millions. Pas mal. Donc plus de 150 que le premier. Non mais c'est quand même vraiment une poule aux œufs d'or, mine de rien. Et je pense que quand on va faire le 3, on va voir que ça va passer à 700 millions, et le 4 ce sera le milliard. Et le 3 c'est un milliard. Voilà, le 3 ce sera le milliard, le 4 aussi. Donc, j'imagine même pas les produits dérivés, parce que Toy Story c'est quand même... Quand tu penses l'idée de génie de faire sur des jouets... On va créer des jouets, on va les vendre. Et les jouets ils sont trop bien, quoi. Le truc c'est qu'en plus, je trouve que Toy Story 2 a un côté un peu plus inclusif, dans le sens que ce qui manquait, moi je trouve au premier Toy Story, même si j'aime beaucoup, c'était un personnage féminin. C'était un jouet pour filles en fait. Bon, après je suis la première à pouvoir jouer avec le Buzz de mon grand frère parce que c'était le meilleur du monde, mais pour autant il en manquait un, et il me semble que justement c'était la femme de la Setter. La femme de tous. Ils auront toutes leurs femmes leur ont dit les gars, votre délire de c'est trop garçon. C'est ça. En fait, et surtout il faut une fille qui a un caractère un peu fort, et donc ils ont créé Jessie qui je trouve est excellente, parce que elle est sensible, comme elle peut le montrer quand il y a la chanson sur Emily, mais elle a un caractère et elle peut s'énerver, et surtout elle prend les rênes. C'est marrant parce que c'est une cowgirl. Voilà, j'adore l'humour. Et en fait, je trouve que c'est un personnage qui est ultra bien écrit, et que tu amènes vraiment la scène dans laquelle elle est introduite. Je trouve que tu comprends le personnage en 3 répliques. Tu sais comment elle est. Elle a le temps d'être heureuse, elle a le temps de s'énerver, elle a le temps d'être triste en une scène. C'est ouf. Très bon personnage quand même. Alors, c'est marrant, dans le commentaire audio, il y a toute une partie où ils parlent de ça justement. Ils ont un peu, ça devient malaisant parce qu'avec le recul, quand t'as la Setter qui fait oui, et en plus on a engagé plein de femmes animatrices vraiment pour ce film-là. Enfin, il dit il y en a pas. Quand c'est la Setter qui le dit, il fait toute une espèce de speech un peu, tu vois, hyper ouvert là-dessus. Et tu fais ouais, ok, c'est bien mon gars, ton propos a mal vieilli. Oui, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que la Setter a eu un petit hashtag MeToo aux fesses, vu qu'il harcelait sexuellement. On en parlera en détail dans l'épisode 4 sur le 4. Mais pour autant, alors, ce que j'ai lu par rapport vite fait à ça, c'est qu'il y avait une scène qui a été coupée, je crois, dans la version de DVD de 2009 ou un truc comme ça, où t'avais le prospecteur, donc le petit vieux, qui... parlait un peu qui faisait un peu une promotion canapé avec 2 Barbies en disant si vous me faites ça tu fais un générique. Et en fait ça a été... Moi je l'ai revu d'ailleurs. C'était pas dans le bêtisier là, alors que je m'en souviens. En fait ça a été enlevé, je crois, dans la version de 2009, DVD de 2009, et même celle sur Disney+. Moi je regarde sur Disney+, ça y est pas. Et en fait le truc c'est que ça aurait été à la suite de Harvey Weinstein aussi, et de la Setter, ils ont dit
en fait, on va enlever tout ça Et parce je me que rappelle bon. qu'il y avait eu un petit débat là-dessus, justement. Bah, c'est quand même. Mais il y avait quand même pas mal de gens qui étaient pas en contents. mode révisionniste un De peu. dire, ouais, faut arrêter de prendre nos enfants pour des cons, machin. Et je suis là, je fais, bah. là, pour le coup, moi, je trouve ça très violent comme scène. Enfin, Ouais, comme ouais. dialogue, c'est vraiment pour le Non, mais coup. en plus, c'est pas dans le film, quoi. Enfin, c'est Et un bêtisier. En plus, donc, c'est que pour, enfin, c'est vraiment que pour les adultes. Ouais. Je vois pas pourquoi ça manque pas au film, quoi. Ouais. C'est Non, pas- mais en plus, ouais, ça, c'est que c'est pas c'est vraiment un bêtisier à fin de film et ça, pour le coup, ça véhicule vraiment un truc de merde. Donc, à la limite, c'est pas, je sais pas si on peut essentiel, considérer quoi. que c'est une altération du film aussi, parce que c'est comme le film, mais bon, c'est un peu le bêtisier, quoi. Oui, Donc, mais c'est les bloopers à la fin, on s'en fiche un peu en je sais fait. pas. Ouais, non, mais c'est un débat intéressant, hein, parce Ouais. que Oui, non, c'est vrai que après, c'est bizarre de vouloir. Enfin, c'est pas bizarre. Je comprends totalement la démarche, mais t'as envie de dire que c'est aussi, ça fait office d'élément Capsule historique, parce que temporelle. ouais, voilà, Mm. de marqueur de son temps. Qu'à l'époque, en 2002, tu pouvais faire, enfin en 99, tu pouvais faire cette vanne. Et tout le monde l'a trouvé drôle et tu vois, et elle a mal vieilli, quoi. Je sais pas. Non, mais en ce moment, ils ont fait pas mal de choses comme ça. Par exemple, il y avait la série 30 Rock où ils ont fait un peu de blackface dans un des épisodes, sauf que c'était pour se moquer du blackface. Ouais, ça c'est quand c'est mal Et compris, ils, c'est les ont, problématique. et ils les ont quand même virés. Ils ont décidé de virer ces scènes. Mm. Alors que ça faisait partie des scènes les plus drôles parce que c'était une vraie critique de. C'était un truc sur les années 50. Enfin, ça se moquait des années 50. Et ils l'ont viré. Et j'ai envie de dire, quelquefois, c'est pas plus mal de le laisser au moins pour quand il y a un vrai message derrière. Plutôt que de juste le censurer pour le censurer. Là, il n'y avait pas de message, c'était Non, un là, blooper. c'était juste une blague. Moi, ça me dérange pas qu'ils le virent du tout. Enfin, Ouais, je suis un peu d'accord. Ouais, franchement, c'est même. C'est comme les nichons dans- plutôt normal quand tu vois que. Ouais, Enfin, non, tu vois dans tout ce que Knick-Knack. la setter a fait en plus. Enfin, je trouve ça tout à fait normal, quoi. Sur cette note, on passe au film. Allez, Vers l'infini et au-delà. Le film démarre en mode Superman et Star Wars avec des titres dans l'espace. Ça m'a tout de suite fait penser à Superman. Ah bah c'est leur ref. Ouais, voilà. Ouais, c'est leur ref en se disant que c'était le truc le plus indigne à faire pour un animateur en général. Faire apparaître un titre dans l'espace, c'est genre le. Un titre qui flotte. Ouais, c'est genre le cheesy possible, tu vois, genre le truc quasiment interdit quoi, normalement. Et si vous n'avez pas écouté nos épisodes sur Superman, on a fait tous les Superman ensemble avec Zoltan du côté de DC Alternative. Tout à fait. C'était Tout très à sympa. fait. Et donc on suit les aventures de Buzz l'éclair. En mode full premier degré. Là. Oui, là c'est un jeu vidéo même. Hein. Et c'est très drôle, c'est là en le revoyant, je me suis rendu compte que les méchants dedans, dont je l'ai entouré, ils ont ce symbole avec le Z sur le ventre, et en fait j'ai compris qu'en fait c'était inspiré de ça l'attraction à Disneyland. Oui, j'ai mis longtemps, hein, ça processe parfois, ça prend quelques temps, mais en fait Tu dois retirer dessus là. ouais, c'est en fait le jeu, Zorg, l'attraction de Disneyland, c'est tu dois tirer Pas sur mal, hein. ces monstres qui ont le Z, et en fait j'avais jamais remarqué qu'ils avaient la cible en fait. Au niveau Dans du le Z, film, oui. ils avaient déjà le Z, la cible sur le ventre. Et c'est pour ça qu'après, je pense que. Je me demande si en faisant cette intro comme ça, ils se sont dit ça ferait une bonne attraction pour Disneyland, dis donc. Ouais, c'est possible. En tout cas, c'est le dernier truc qu'ils ont fait dans le film. C'est vraiment la séquence qu'ils ont fait en tout dernier. Donc ils ont pu. L'intérêt, c'est que vu que c'est une séquence qui fait beaucoup de foreshadowing, ce qu'on appelle ça, l'espèce de truc où tu t'annonces un peu ce qui va se passer de manière dissimulée. Bah, vu qu'il l'avait fait en dernier, il pouvait vraiment aller piocher ce qu'il voulait dans le film pour dire bah on va mettre ça, on va mettre cette ref là, ce petit truc là. Et Star Wars ça marche bien. 2001. Oui. En plus de se faire kiffer avec toutes les refs, les vrais refs pour en parler. Il y a beaucoup de rêves dans ce film. Hein. Oui. C'est non-stop. Quoi. Bon, Ouais. alors que le premier, il n'y en avait pas énormément non plus. Quoi. C'était pas. Et les vannes sont très bonnes. Je me suis vu éclater de rire sur des vannes, des jeux de mots que j'avais pas pigé quand j'étais gosse. Et quand tu les réécoutes, tu fais. Moi je l'ai revu en VF parce que je l'ai revu. bien sûr, en VF. Bah, je l'ai regardé avec ma fille mais je regrette parce que la VF est bizarre franchement par rapport à la Ah ouais VO. Ah, je l'ai Bah, vu moi en il y a VO, par exemple mais- une phrase, enfin on va y arriver, c'est je ne la comprends pas cette traduction. C'est le moment où t'as Woody qui part à la poursuite de Sifli. Et t'as Rex qui arrive en courant, Oui. et en français il dit hey, t'en vas pas, j'ai la même à la maison. Oui. Mais oui, Ouais. j'ai toujours pas compris. Et en VO, il dit un truc du style, bon, t'aimes aussi. Enfin, tu vois, genre, je crois qu'il dit un truc beaucoup plus terre à terre. Genre, Oui, hey, j'ai eu la- ouais, j'ai- genre, j'ai pensé, c'est une référence à une pub. ouais, voilà. Mais... C'est une référence à une pub. Léon revient, on a les mêmes à la maison. Ah, bah tu Oui, vois, c'est Oui, ça. c'est une pub en fait. super mal C'est une vieilli, vieille genre. pub genre des années 70-80. Ah, tu vois, genre, la ref. C'est genre, je impossible crois, à- c'est pour une mayonnaise ou un truc comme ça. Léon d'accord. revient, on a la même à la maison. Mais Enfin, c'est bon, ça. bah, Ouais. la ref. Non, c'est une référence. C'est Là, pour le coup, c'est une rêve très française Ouais. chez Air Chirac. Voilà, en fait, voilà. c'est ça, c'est que la. Antenne. Ravioli Panzani, ça c'est des raviolis. La traduction, elle est ultra localisée. Ouais. Oui, Et ce qui est un peu perturbant, parce qu'avec le recul, en fait, quand tu localises à fond une traduction localisée, c'est le fait d'adapter vraiment pour le pays que tu fais. Souvent, t'es obligé d'adapter aussi avec l'époque.
Et en effet, t'as les refs, elles traversent pas le temps toujours de manière égale, quoi. Donc là, j'étais un peu genre, oh là, truc qui passe plus du tout, tu comprends plus rien, ouais, c'est un peu dommage. Parlons d'un truc quand même, tout de suite, l'animation est quand même vachement plus belle que dans le premier. Ça n'a rien à voir. Cette scène le vend super bien, quoi. Ah bah ouais, là, même la capacité d'afficher plein de monstres à l'écran, enfin ouais, y a plein de... puis du coup, on commence à mettre en place un gimmick qui va être repris dans toute la série, qui est qu'on commence chaque film Toy Story par une aventure imaginée. Donc là, c'est un jeu vidéo, mais avant c'était Andy. Dans le 4, 3, il n'y a pas, je crois. J'ai pas de conneries. C'est un truc dans le 4, j'ai plus souvenir. Le 3, c'est trop bien. Il y a ce fameux rêve, effectivement. Mais dans le 4, il me semble qu'il n'y a pas un truc avec Bonnie, je veux pas dire de bêtises. Bah, je crois pas, mais écoute, je peux me tromper. Mais du coup, effectivement, en tout cas, dans les 3 premiers, ils ont commencé à chaque fois leur film comme ça. Et bah oui, effectivement, on voit le gap. Mais ça, on va peut-être en parler plus tard. On en parlera plus tard. Le gap technologique, parce que, par exemple, sur le Toy Story 1, il y avait des scènes où il y avait genre ça se joue beaucoup sur la lumière. Il y avait des scènes avec 6-7 points de lumière dans une scène, et sur le 2, bah il y a parfois des scènes avec 50 ou 100 points de lumière différents. Et ça, plus le jeu sur le maintenant ils jouent sur le point, ils jouent sur le décadrage, ils jouent sur des techniques cinématographiques. Donc sur la gestion du flou et des trucs en profondeur, des choses comme ça. L'ajout des particules aussi. Voilà, des particules. Et puis du coup, encore une fois, ils ont eu des logiciels de lumière et des logiciels de shadowing, donc d'ombrage, qui ont encore évolué et qui leur permettent de faire c'est surtout d'avoir un grain de l'image cinématographique et qui donne un gap Toy Story 1 et Toy Story 2 assez impressionnant. C'est vrai que en fait, cette lumière, c'est ce qui crée le réalisme de toutes les matières, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des matières, certaines matières dans le film qui sont hyper impressionnantes. Par exemple, tu vois, les boîtes de mousse dans lesquelles ils sont rangés à la fin, c'est vraiment, t'as les petits reflets sur toutes les petites bulles de mousse. Enfin, tu vois, tu les sens et tout. La barbe de Hal, le coton-tige du mec qui mais alors, justement, moi, cette scène-là, je trouve que c'est celle qui illustre le mieux, en fait, ce passage de l'ancien Toy Story aux nouveaux effets utilisés. C'est avec le nettoyeur qui, justement, en fait, nettoie l'ancien Woody, donc celui qu'on a connu dans le 1, pour créer celui du 2. Et en fait, je trouve que cette scène parle, en fait, dans son essence, de l'évolution technologique, en fait. Un petit peu on passe du vieux au neuf, au propre. Et là, vous allez voir quand même, c'est carrément classe. Justement, avec ce truc de nettoyer l'œil qui était opaque, comme c'était dans le premier, et là, de lui donner, comme tu dis... une lumière. C'est méta. Moi, je trouve que c'est... En tout cas, en y pensant comme ça, je trouve un petit peu ce côté, surtout avec l'œil. Effectivement. Voilà. Mais c'est vrai que l'intro marque pas mal, parce qu'en plus, elle te prend à... D'ailleurs, il y a les petits... Il y a les robots de Zerg qui ont eux-mêmes des petits robots qui sortent. C'est drôle. Qui eux-mêmes ont des petits robots. Ça, c'est très mignon. Et puis juste Rex déguisé en astronaute qui joue aux jeux vidéo et qui a des bras trop petits pour appuyer. Je peux pas appuyer sur saut et taper en même temps. Mais avant ça, il y a surtout la mort de Buzz pleine vie, quoi. Je veux dire, t'as quand même le perso qui se fait désintégrer et t'as quand même quelques secondes où tu sais pas ce qui se passe, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'avant qu'on te révèle que c'est un jeu vidéo, t'as quand même ce petit choc. C'est un bon début de film, quand même. Ouais, c'est un bon choc, tu vois. C'est vrai que c'est assez osé, mine de rien. Tu te dis, vous avez osé, quoi. Mais moi, ce qui est un gros point, un gros bémol, cohérence. Donc déjà, il joue à un jeu vidéo en 3D avec une manette avec 5-4 boutons. De Super NES. Et en plus, il explique que le bouton pour sauter, c'est genre la croix à gauche. La croix directionnelle. Écoute, tous les mecs savent pas faire du binding de touche, c'est un problème. Je suis un peu choqué. Les gars, ils sont sur ordinateur toute la journée. En 99, je sais pas s'il y avait des jeux qui étaient aussi beaux que... Ah bah si, on commence à être dans... on était dans Ocarina of Time, c'était pas très... Oui, mais ça, mais le jeu, une fois que tu passes en mode réalité, le jeu est tout pourri. Il est un peu 64. Ouais, c'est vraiment tout chum, quoi. Tu as bien failli l'avoir. Ça va jamais zigouiller Zerg. Je suis certain du contraire. Tu es un meilleur Buzz que moi. Mais j'ai les bras bien trop petits. J'arrive pas à appuyer sur le bouton du saut et du tir en même temps. On a le chien, donc. Comment il s'appelle, le chien? Razmot. Qu'est-ce qu'il est Ou Buster cool. en anglais. Mais... Il est bien fait, le chien. Il a qu'à les poils. Comparé au chien du premier, il est quand même vachement bien. Ouf. Alors non, en fait, il le dit, il texto dans le commentaire audio. Attends, moi, je trouve que en fait, quand tu regardes le chien, j'ai l'impression que c'est une texture de poil. Ah non, ils le disent. Et c'est pas des poils. Dans le commentaire, moi aussi, je pensais qu'ils avaient inventé les poils pour plus tard. Monstre et compagnie. Mais en fait, ils le disent. Ils disent le chien, c'est des milliers de poils individuels. Ah d'accord, autant pour moi. Mais j'avoue que je suis comme toi. Je suis un peu genre vous êtes sûr, les gars? Je regarde le chien et je me suis dit tiens, c'est des textures avec ils ont foutu de l'ombrage et ils ont foutu juste un renderman texture de poils de chien. Après, et ça passe.
non, mais après, au lieu je pense d'animer que ce qu'il y a pas, comme dans Monstre Company, avec des groupes de poils individuels. Non, mais je pense on dirait que pas ce que qu'il c'est y a pas, individuel c'est quand que- tu le vois comme Oui, ça. tu vois, c'est ça, On dirait pas. non, mais je pense que en fait on se fourvoie, c'est-à-dire qu'ils ont des poils, dans le sens où ils ont pu, mais par contre je pense pas qu'elles agissent de manière individuelle, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont pu y coller des poils, enfin le côté individuel des poils, genre un asset, je vous colle des poils. Par contre, elles ont pas la physique qu'auront les poils de Sully, qui agissent pour le coup toutes elles de manière assez individuelle. Et on a une spécialiste des chiens ici qui a Absolument, c'est un teckel. C'est un Voilà, teckel, c'est ce qu'on appelle un hot dog. Mais justement, je me demande s'ils ont pas décidé en fait aussi de prendre cette race-là du teckel pour se dire ça va être facile à animer vu que c'est du poil court. Ouais, bah oui. Mais en vrai, je trouve que vraiment tout le passage avec le chien, avec la course et tout, en fait, ça. La fausse piste, ça va être trop bien encore. Non mais ça vraiment, ça te met le truc tellement plus loin et surtout ce rapport de les jouets en fait parlent vraiment, c'est pas que entre eux, c'est qu'ils sont aussi avec le monde extérieur. Ça, ce qu'on voyait dans le premier avec Sid justement quand il lui parle Woody, ça j'aime bien que ça soit là pour le coup, que ça soit juste avec un animal. Je trouve ça marrant dans le sens que en fait si les jouets voulaient parler aux humains ils le feraient et ils pourraient créer un truc, mais au final tu sais pas trop pourquoi ils veulent pas et c'est parce qu'ils sont c'est parce que c'est la loi des jouets quoi, t'as l'impression. Ouais, mais où la loi des jouets, c'est la seule loi, j'ai l'impression. Non, parce que vu qu'ils sont créés par les humains, il y a peut-être ce côté de non, et puis il y a peut-être des jouets qui ont essayé et qui en gros la personne a tellement réagi genre qu'il l'a brûlé, coupé la tête, balancé à la poubelle ou un truc comme ça tellement elle a eu peur, tu vois. Ça c'est un Toy Story 5, une histoire de Toy Story 5. Toy Story 4, il peut-être qu'il y a des histoires comme ça, tu vois, qui se racontent depuis des générations de jouets comme ça, il faut pas parler aux humains. Qui est fait en asile psychiatrique. Mais tu vois, dans le 4, il se posait la question de où est-ce que commence un jouet, où est-ce que commence une chose, parce qu'ils avaient créé avec Fourchette. Et dans le C'est pas un truc comme ça. C'est pas faux. Bah t'as moyen d'expliquer. Il s'appelle Fourchette en VF. Je sais pas. Ouais, Forky, ouais, Forky. Ouais. Mais t'imagines, toi, t'as tes jouets qui te parlent. J'avoue, c'est trop bien quand même. Et par contre, j'aime bien comment il joue justement sur ce côté. On a laissé le dernier chien qu'on a vu, il était horrible, il voulait bouffer les chiens. Ouais. Celui-là, il arrive, il fait ça, et t'as ce petit, t'as cette espèce de rupture. Et ça, en animation, quand même, tu te dis, c'est réussir à jouer la rupture aussi facilement juste par l'animation. Ils ont passé un cap, quoi. Vraiment. Tout à fait. Et puis ils sont act casual. Et not that casual. C'est le chien, genre. Je sais pas en français comment c'est, mais c'est genre. Et l'air naturel. Ouais, l'air naturel. Oui. C'est naturel. C'est naturel. Trop drôle. On a Dr Côte de Porc quand même, je tiens à le dire. C'est mon personnage préféré. Dr Côte de C'est Porc. mon personnage préféré depuis le tout premier, vraiment, j'adore. Et donc maintenant j'ai ma tirelire, c'est un cochon. Mais je l'avais celle-là en petit, moi. Moi j'ai un énorme. Qu'est-ce qu'il est drôle. C'est vraiment comme ça, il est grinçant. Enfin, je trouve que de toute façon, tous les jouets de Andy sont tellement bien écrits. La berge est mieux écrit que dans le premier, justement. Ils ont elle a un peu plus. Mais elle est carrément plus écrite que dans le premier. À peine, hein, franchement. Bon, c'est pas dur de faire plus de toute façon. Non mais en vrai, en porcelaine, c'est pas facile de partir à l'aventure. Bah, tu vas voir le 4. Faire un bisou à Buzz. Ouais. Je sais pas. Hein. Moi, ça m'a choqué. J'étais genre, wow. Tu lui donneras un bisou de ma part, bisou. Ouais, je trouve ça un peu louche. Ouais. Par contre, elle brille bien. Monsieur Patate a une femme, par contre. Oui. Et plus de moustache. Ah bon? Bah, il a enlevé la moustache. Au bout d'un moment, il l'a remis, je crois. Ouais, il l'a remis. Au début, il l'a pas. Au secours, quelqu'un à l'aide! Relâchez-la, Docteur Côte de Porc! Jamais! Woody est déchiré par Andy, c'est pas de sa faute. Hein. J'aime bien ce moment, 5 minutes. Un truc de gamin, vraiment. Je suis encore 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Et là, grosse aventure. Mais ouais, et quand sa mère le met donc sur l'étagère, où vraiment tu sens que c'est triste, quoi. Là, j'en parlais dans les 2 épisodes qu'on a fait avant, mais la peur de l'abandon est encore bien présente comme l'un des gros thèmes de Toy Story. Et l'abandon et le retour au foyer, c'est vraiment les deux trucs qu'il faut faire à chaque fois. Et bon, c'est très deep Pixar, et comme tu disais aussi, la peur de voir les enfants grandir. Ouais, et t'as quand même un film sur des héros qui sont des jouets. Et t'as Sifli qui dit à Woody, au bout de 8 minutes de film, Toys don't last forever. Et pouf! Ouais. Ah bah, en fait, on va tous mourir. C'est super! Allez, wouh!
Mais il est pas si joyeux que ça. En fait, non mais c'est ça te pose le thème du truc, de l'abandon, de la mort d'entrée, et qui va être quand même un fil rouge tout le long du film. De est-ce que je reste avec Andy pour le vrai pour dilemme, profiter du temps, mais je sais que je vais mourir au bout d'un moment, ou alors je suis immortalité. Tu vois, c'est ça, c'est ce thème-là. Et c'est passionnant. Et l'efficacité de l'écriture, encore une fois, au bout de 8 minutes. Non mais c'est vrai que ce rapport à l'immortalité, c'est quelque chose. Même moi, franchement, je l'ai jamais capté sur cette espèce de dilemme entre vivre éternellement mais jamais être aimé réellement, ou vivre peu mais être aimé, tu vois, fortement quoi. T'as un gros bad, hein, cette histoire. On fera la liste de Schindler la prochaine fois. Par contre, le premier avait un tout petit moment avec Buzz qui est dépressif, mais sinon il n'y avait pas vraiment de. Alors que les suites, par contre, là ça y va quoi. Le 3, vraiment, vous allez faire que pleurer tout du long, quoi. C'est impressionnant. Mais moi, Sifli, grosse question. Pourquoi il ne descend pas cette putain d'étage ? Non, il peut pas. Il a peur de sauter déjà. Il a peur. Mais il les a appelés, il a sifflé et personne l'entendait. Et en plus la poussière a aggravé son... Ouais, je pense qu'il a peur. Parce que c'est très haut pour lui. Parce que c'est un putain de balle rebondissante. Il pourrait quoi. Oui, mais si ça se trouve, il va se casser un truc et après il sera vraiment genre on va le jeter totalement à la poubelle et tout. Et peut-être que la règle c'est aussi de rester à l'endroit où on t'a laissé. Oui. Bah c'est ça en fait la règle. Ça il la tord beaucoup. Parce que Woody sort de sa cage à peu près. Il va chorer son bras. Mais oui, alors non, mais bon, je comprends. Il y a une phrase que je tiens quand même à dire dans la VF, parce que j'ai pas vu la VO pour une fois. C'est rare ça. Ta femme en plus sur internet. Vous l'avez entendu ça? Attends, pardon, quoi? Ta femme en plus sur internet. C'est Bayonne, c'est Bayonne qui gueule. Ta femme en plus sur internet. Vous l'avez jamais entendu ça? Qu'est-ce que j'aime Bayonne? Mais non. Ta femme en plus sur internet. Il dit ça à quoi, Rex ou à je suis allé même voir sur Google pour voir si j'avais pas entendu un truc. Et je vois que c'était dans un forum, les meilleures phrases de Toy Story, et avait ta femme en plus sur internet. C'est juste quand Woody se retrouve embarqué par un collectionneur en fait en sauvant Sifli. Ah oui, d'accord, ok. On entend juste gueuler. Dans la fenêtre, quoi, ils gueulent tous. Ta femme en plus sur internet. C'est Zigzag qui le dit. C'est Zigzag, ok, voilà. Il y en a un en tout cas qui gueule ça, voilà. C'est Zigzag qui le dit, d'accord. Franchement, vous avez pas entendu? Non, je te promets. J'ai mis pause et tout, je fais, ils viennent pas de dire ce qu'ils viennent de dire dans le Pixar là quand même. Ta femme en plus sur internet. Ah, ça m'a vraiment fait rire. J'adore. C'est ça, ta femme en plus sur internet. Ouais, pour revenir avant sur la séquence du vide-grenier, c'est marrant parce qu'en fait tous les objets qu'il y a, c'est des trucs qu'ils avaient créés pour les 2 premiers films et qu'ils ont foutus dans cette séquence de vide-grenier où ils ont pris tout ce qu'ils avaient, tous les objets qu'ils avaient créés, ils se sont dit vas-y on va foutre ça sur la table, machin. Tu sais, il y a Teen Toy. Je sais pas s'il y a beaucoup de jouets, mais je parle des objets à la con, tu vois, le poivrier, les chaises, les tables. En fait, si tu les décomposes, t'as ça dans les 2 films d'avant, tu les as partout, quoi. Woody découvre que c'est une star parmi les jouets, qui avait sa propre émission et qui a même fait la couverture du Time Magazine, quoi. Ouais. Et si Woody a existé depuis les années 40-50, on est d'accord, c'est ça, époque western, années 40. Full 50. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a une voiture comme ça. Il y a années 50. Donc ça veut dire que notre Woody, que là on a, il existe depuis les années 50. C'est ça. Donc pourquoi est-ce que lui, on a l'impression qu'il a joué qu'avec Andy, qu'il a été qu'avec Andy? Il a peut-être été... Il a peut-être été fabriqué plus tard. C'est jamais vraiment expliqué. Il est censé être super rare, hein, donc... il a peut-être été fabriqué plus tard. Ou sorti de sa boîte. C'est limite le dernier encore en... Parce que l'autre, il galère tellement... Pour l'avoir, ce Woody-là, pour l'envoyer au Japon, tellement il est rare, quoi. Ouais. Donc, après, ça peut être il y avait une théorie, il me semble, sur internet, comme ça, que c'était le jouet du père de Andy. Oui, c'est ça. C'était ça, en fait, c'est que c'était le jouet. Qui est mort, du coup. Exactement, c'était le jouet du père de Andy. Et comme il est mort. Je crois qu'il a essayé un peu de défasser. S'il est mort, son père. Écoute, laisse la théorie. C'est la théorie. Pour moi, c'était un divorce. Dans le premier, elle déménage parce que justement, ils sont en divorce. D'ailleurs, c'est marrant parce que le déménage de la chambre est quasi pareil. C'est exactement la même. Et ils ont fait exprès. Ils se sont dit, on va pas trop choquer les gens. C'est les maisons américaines. Mais effectivement, on va les mettre dans cette espèce de je suis d'accord que j'avais entendu cette théorie où effectivement Woody était le jouet du père et vu que le père était mort, ils ont décidé il aurait un petit peu occulté ça de sa mémoire. Après, c'est une théorie. Mais je trouve que c'est la plus logique là-dedans parce que si Andy a 8 ans en 95, un truc comme ça, si tu calcules effectivement le père, il était bébé, il était tout jeune dans les années 50. Donc potentiellement, il y a eu ce truc. Puis en vrai, je trouve que c'est le truc le plus logique aussi de donner en héritage quelque chose qui t'a... Surtout en plus s'il est mort, comme ça. Enfin, il pourrait limite en parler dans un des prochains films. Non mais arrêtez d'en faire d'autres films.
Non, mais ils vont en faire. Déjà, le 4 était en trop, donc stop. Ils vont en faire. Ils ont dit que c'était le dernier, le 4. Mais ils avaient dit ça du 3 aussi. Donc. Franchement, si c'est ça, c'est quand même un miracle qu'il ait gardé son chapeau tout ce temps. Quoi. Ouais. En fait, moi, ce que je trouve cool, par contre, c'est que si effectivement c'est ça, c'est un bon truc pour les enfants pour dire, t'as vu, il faut bien prendre soin de ses jouets. Et ça, c'est chouette. Mais moi, je me dis que mon pampan, même s'il est dans un état dégueulasse, quand j'aurai des enfants, j'aimerais bien leur léguer. Donc ouais, les peluches, c'est plus chaud. C'est quand même compliqué. J'aimerais bien emmener mon Bugs Bunny chez le nettoyeur, là, mais j'ai même cherché une fois sur internet, genre nettoyeur comme Toy Story, et j'ai vu qu'il y en avait un à Paris. Ça a l'air, il a l'air d'être dans le même délire, enfin, ça a l'air d'être le même genre de mec et tout que dans Toy Story. Et putain, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un comme ça, grave. Tu vois, il doit avoir des trucs intéressants à raconter. J'ai hésité à prendre mon Woody que j'avais acheté à Disney pour l'amener ici. J'avais posé là. Et j'ai dit, bon. Mais il tient pas en fait. Non, il va pas tenir, je vais perdre le chapeau dans le métro. T'as la version avec le fil derrière et tout. Oui, quoi, c'est ça, la vraie taille. Ouais, la vraie taille. On a un clin d'œil à la première version de Woody, puisqu'on le voit en mode marionnette à la télé. Tout à fait. Un peu, comment il s'appelle là, cette série avec les astronautes. Ouais, non, pas les astronautes là, les quoi? Les machins de l'air là. Les sentinelles, la sentinelle de l'air. Ouais, les sentinelles de l'air, exactement. Mais c'est vrai que voilà, il y a tout un délire années 50 et en fait le personnage de Hal, ils sont partis là-dessus. C'est pour ça qu'il a une espèce de Cadillac à l'ancienne. C'est pour ça qu'il est habillé avec un look qui est un peu années 50 avec ses longues chemises à la. C'est vrai que Las si, il y a Vegas, un air très années 50. Il est resté dans une époque qu'il chérit beaucoup. Et en fait, si c'était pas, je trouve que vraiment le personnage de Hal, pour le coup, ça pourrait être un super bon personnage. Ils en ont fait un méchant qui est cool, mais je le trouve trop méchant, alors que tu vois qu'en fait, le truc c'est que tu vois que c'est un gars qui juste maintenant fait ça pour la thune, alors que de base c'était un passionné. Et il manque peut-être un petit truc derrière justement de cette passion. Ils auraient pu nous faire croire au début que c'était un vrai passionné. Exactement. Ensuite qu'il y a un virage. Je suis d'accord parce que ce qui est dommage, c'est d'en avoir fait un méchant en fait. C'est-à-dire qu'en vrai, tu pouvais faire le même film où lui, il était, son intention, elle est ultra louable. Tu vois, de vouloir que ses jouets soient exposés dans un musée. Bah bon, au final, il fait vraiment ça pour la thune, donc c'est sûr que ça paraît négatif. Mais c'est-à-dire que l'objectif d'emprisonner Woody pour un collectionneur, c'est pas. Ouais. De son point de vue, c'est pas négatif, tu vois. Et par contre, je trouve que dès le départ, il passe vraiment tout de suite pour un enfoiré, le fait qu'il vole, en fait. Ouais, mais je me demande. C'est un gros con, quoi. Enfin, ouais, ça se voit que c'est un gros con, quoi. En fait, c'est ça. Mais ça donne des situations qui sont ultra comiques. Et le truc, c'est que moi, il y a quand même un des trucs qui me fait le plus rire dans le film. C'est nul, hein. C'est un détail, mais je trouve ça génial. C'est quand qu'il habite en face, qu'il prenne sa bagnole pour aller. Et en fait, le truc, c'est que. Prenne la voiture un samedi. Et le truc, c'est que si il avait été juste un collectionneur passionné, t'aurais pas pu mettre ce gag-là que je trouve hilarant pour le coup, tellement il est bête. Et c'est vrai que en fait le fait d'avoir fait un personnage aussi méchant, c'est surtout ça vient du fait qu'ils en ont fait un personnage qui était bête pour pouvoir vraiment se moquer de lui, et ça marche. C'est Lasseter qui se moque de lui-même hein, quand même. En plus. Et après il fallait quand même un antagoniste fort pour le film. Parce il y en a deux d'antagonistes. C'est Papy Pépite. Oui, parce qu'il y a Papy. Oui, mais Papy Pépite, on le voit qu'à la fin. C'est un reveal, tu vois, c'est un switch à la fin où tu te dis machin. Mais c'est vrai que si le mec avait été gentil, ça aurait été, je pense, ça aurait créé des enjeux un peu moins, ça aurait moins de créé de tension, et ça aurait été une ambiance peut-être un peu moins louche, un peu moins trouble. C'est évident. Chez ce mec-là qui pendant quand même longtemps, tu sais pas trop encore ce qu'il veut faire, etc., etc. Moi, j'avoue que c'est un perso, je comprends pas du tout. Genre, il a un magasin de jouets entier. Mais voilà, tu vois, il a l'air d'être totalement dépressif et déprimé genre, tu sais pas pourquoi, alors qu'il va pas. Franchement. Il a l'air d'être plutôt financièrement installé. Mais il a un penthouse. Tu vois, le dernier étage d'une tour en face de son taf et tout. Enfin, tu te dis, mais pourquoi c'est aussi noir? La tour la plus grande de. Parce qu'il a pas d'amour, c'est tout. De la ville de Tri-County d'ailleurs, qui est la ville fictive qui revient régulièrement dans les Pixar, qui est la ville de Vice Versa d'ailleurs. La première ville de San Francisco, c'est ça. Tri-County, qui est une ville qui revient régulièrement. Ah, Tricount, je l'utilise, c'est une super appli. Et qui est aussi la ville de Mille et une pattes, parce qu'il y a deux caméos de Mille et une pattes dans le film. Il y a un moment, ils sont, tu vois, Helmut, là, je sais pas comment elle s'appelle. La chenille. Sur une toute petite branche, qui est d'ailleurs le gag de fin, mais en fait, elle y est dans le film, si tu fais attention. Oui. Et il y a le bar de Mille et une pattes aussi, qui est un peu plus loin. Ils étaient sûrs que Mille et une pattes, ça allait cartonner. Tout le monde allait faire ces trucs de Mille et une pattes. Il y a des jouets aussi. Il y a des jouets, il y a un livre. Le truc, c'est qu'en fait, ça se voit. C'est pour ça que je trouve ça drôle quand même. C'est quand tu le sais avec du recul,
que ça se voit que Mille et une pattes a été fait vraiment, que ça a été fait cul à cul, quoi. C'est l'un après l'autre, parce qu'ils sont... Je pense qu'ils étaient là genre, on s'est tellement fait chier à le faire, vas-y, on est aussi là-dedans. Ouais, avec ce magasin de jouets le moins bien gardé de la planète, quand même. C'est quoi ce magasin? Il est fermé, il est ouvert, je comprends pas. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est devenu la mine d'or et les gentils petits animaux? Et la dynamite, c'était un bon feuilleton. Pourquoi l'avoir annulé? 2 mots. Spoutnik. Depuis qu'on a conquis l'espace, les enfants ne veulent plus que des jouets intergalactiques. J'en sais quelque chose. Ziggy, Patate, Rex, Bayonne et Buzz partent sauver Woody. Ils traversent la route pour aller dans le magasin de jouets. Tellement bonne scène. Causent un paquet d'accidents au passage. Alors il y a quand même des très très bonnes lignes de dialogue dans ce truc-là. C'est que des jeux de mots. Il y a énormément de jeux de mots. Oh, moins vite, il y en a qui ont $6 dans le bide. Oui. Genre, c'est trop drôle. Donc ça c'est Bayonne. T'avais genre tout le monde arrive et là qu'est-ce qui est derrière? Donc c'est le who mien. is behind? Oh it's mine. Genre et t'as le derrière le cul de Ziggy qui arrive. Genre c'est trop bien écrit. Et quand Rex arrive devant la route et qu'il fait OK, c'est bon, on a vu. Il se casse et t'as Buzz qui le retire par la queue. Et en fait, t'as que des. En fait, ce film est blindé et on va en reparler parce que ça ne s'arrête jamais. C'est beaucoup de slapstick et beaucoup de jeux de mots. Exactement. Et t'as plein comparé à Toy Story. C'est vrai quand on avait parlé de Toy Story 1. T'avais ce côté de, en fait, le film il est très simple et il est très court et en fait il y a 4-5 scènes et c'est terminé. Là, t'as quand même beaucoup, en plus de scènes importantes, t'as plein de séquences qui sont avec une idée forte, qui sont très très fortes. Il y aura celle des Curly qui est très très bien foutue, très bien mise en scène. T'as celle des plots de chantier qui te fait une séquence de tension tout bête parce que les mecs ils doivent traverser la rue. Mais comment Bayonne porte son plot? Je comprends pas. Expliquez-moi. Oui, voilà. Mais en fait, ce film est blindé de séquences très très intelligentes qui te donnent des sursauts tout le film et c'est très très bien écrit et c'est très malin. Ouais, c'est ce qui fait la richesse du film, c'est déjà d'avoir divisé ce monde en deux parce que finalement. Tout le côté Woody, c'est là où il y a toute la thématique qui est incarnée. C'est un peu. C'est ça. Ils augmentent le lore, mais surtout, ils explorent le côté thématique des choses. La persona jouée, et puis le film miroir avec le premier. Et après, t'as les autres, où c'est le côté comique, en fait, justement, c'est ce qui nous avait plu dans le premier. Et surtout, n'oublions pas, ce sont des jouets. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est des jouets. Où est-ce qu'on trouve des jouets? Dans un magasin de jouets, donc tu les amènes forcément dans cet endroit-là. Et alors, petite question, on est d'accord que le poulet, il a des plumes, mais son costume. Oui. Ouais. C'est genre gonflable en fait, je ne comprends pas. C'est un truc solide, ouais, c'est chelou. Ça a l'air d'être du carton, je sais pas. C'est trop bizarre. Mais ouais. Mais j'adore cette séquence où ils créent le plan, enfin ils sont là en train de réfléchir, tu sens qu'ils sont totalement le bordel parce qu'il n'y a pas Woody. Et après t'as l'écran qui fait les portraits robots et tout, je trouve ça trop marrant, j'aime beaucoup ce truc. Première séquence qu'ils ont faite pour le coup. Ouais. Hey Buzz, si on ralentissait, dois-je te rappeler que certains d'entre nous transportent $6 en petite monnaie? J'ai les piles à plat, faut que je recharge. Tout le monde est présent pour le rapport de mission? Non, il y en a qui traînent. Qui est derrière? Le mien. Woody passe chez le nettoyeur, qui est la meilleure scène du film. Oui, overly satisfying. C'était celle, tu vois, je disais que je l'avais vu une fois au cinéma et je l'ai pas revu depuis. Bah cette scène, elle était ancrée dans ma mémoire. Bien sûr. Je sais que c'était dans Toy Story 2. Je sais quand je me rappelle où j'étais, avec qui j'étais. La musique est chouette à ce moment-là en plus Newman, aussi. Ouais. Magnifique. Elle est très 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 jolie. La musique, c'est très très mignon. Et le truc, c'est que en plus, moi j'aime bien le fait qu'ils reprennent parfois des personnages de leur court métrage. Que là, c'est le joueur d'échecs. Ouais. Le vieux monsieur. C'est exactement ça. Il y a deux histoires rigolotes avec cette séquence. La première, c'est cette histoire du joueur d'échecs, c'est qu'en fait, c'est une séquence. À la base, ça devait être Hal qui devait nettoyer Woody. Et en fait, mais c'est arrivé super tard, vraiment dans la prod. Et en fait, arrivé à ça, ils se sont dit, mais non, c'est le perso, on peut pas lui faire ça. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a amené à côté, où il est pâteau, où il est bourrin. Enfin. Donc, il fallait créer un nouveau perso. Mais là, Disney a fait genre, non, à un moment, on n'a pas le temps et tout. Ouais. Ils ont dit, attends, on a ce perso qu'on a créé pour le court-métrage, on a gagné l'Oscar il n'y a pas si longtemps, là. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils se sont retrouvés avec ce perso-là. Okay. Et la deuxième chose qui est assez intéressante, c'est la manière dont ils l'ont faite. Et ça, c'est peut-être, je pense, en fait, quand tu essayes de vraiment réfléchir, c'est peut-être le truc le plus avancé, finalement, dans la technique d'animation, c'est qu'en fait, ils ont fait des plans en pagaille pour cette séquence. Ils n'ont pas fait comme d'habitude où on fait des storyboards et on fait des animatiques un peu pourris. Et on sait exactement ce qu'on veut comme plan. Ouais, là, ils ont fait des plans en pagaille dans tous les sens. Vraiment, ils ont fait plein de plans et à la fin, ils ont monté ça
comme un vrai film en fait. Comme s'ils avaient fait des plans. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qui marche le mieux. Ils ont vraiment fait des rushs. À comparer. Ouais, exactement. Et ils ont animé ça un peu en fonction de la musique, et ce qui est pas du tout le processus habituel, quoi. Mais c'est très clipesque. Donc je comprends en fait pourquoi ils ont fait ça. Parce que effectivement, il y a ce truc où, comme tu dis, ils ont monté en fonction de la musique. Donc c'est ce qui se rapproche le plus du clip. Donc t'as besoin de matière pour pouvoir monter du clip, je pense. Ouais, en tout cas, je sais pas parce que ça change forcément quelque chose, et je pense que ça crée un aspect un peu plus cinématographique, mais étrangement, parce que elle est très cinématographique. T'as peut-être cette espèce de truc où t'as un peu plus c'est plus vibrant, enfin plus humain, tu sens le côté moins mécanique peut-être du plus lancinant, quoi, et c'est une séquence qui est peut-être en effet la meilleure du film, quoi. Ouais, je pense. Après, et une des plus mémorables de l'histoire de Toy Story en général. C'est vrai que quand tu regardes des séquences dans un film d'animation, des séquences calées sur un montage, et donc qui te font un montage, on va dire, véritablement sur les c'est encore une fois, c'est le 6e film d'animation, donc comme tu disais, se faire un montage comme du vrai cinéma, c'est contre-intuitif pour un film d'animation, parce qu'ils peuvent pas faire ça, et du coup c'est ça qui fait toute la différence sur cette séquence là, c'est qu'elle est calée sur de la musique, elle a un rythme, elle est machin, alors qu'encore une fois c'était pas prévu de base, mais c'est ça qui l'a fait fonctionner, peut-être parce que du coup ils l'ont fait différemment. En plus, c'est vrai qu'il y a aussi ces détails, ce côté minutie, ce côté changement d'échelle, enfin qui est hyper. Tu vois, le plan du coton-tige, il est hyper important, sur un peu impressionnant. Sur l'œil, notre œil, du coup. Tu vois, et même pareil, le côté avec les loupes. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la dextérité du gars, où tu sens que le gars il est fébrile et machin, mais dès qu'il se met dans son truc, un coup, hop, il devient hyper fort. Tu vois. Non, mais c'est une super belle scène. Il y a des petits détails, même un peu plus tard, quand Woody gratte en dessous de sa botte et on voit la peinture, on voit la peinture s'effacer et on voit les résidus de peinture aussi. C'est super bien fait quand même quand on voit où ils sont. Enfin, l'avancée qu'ils ont fait en 4 ans, c'est ça. Ouais. C'est quand même pas mal. Qui ne se voyait pas pour autant vraiment sur Mille et une pattes, c'est ça qui est ouf. C'est vraiment Mille et une pattes ressemble plus à ce qu'ils ont fait dans Toy Story 1 que dans Toy Story 2, alors que pour autant il y a un an de décalage. Il y a même pas un an de décalage. Enfin, c'est novembre. Donc c'est quand même étonnant. Je pense que vraiment pour Toy Story 2, ok, ils se sont motivés parce qu'ils avaient que 9 mois pour le faire. Mais ils sont allés encore au-delà ils se sont dit, ok, on va vraiment réinventer aussi la chose, quoi. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le souvenir que j'avais de Toy Story 2, et c'est vrai que quand je l'ai re-regardé la semaine dernière, j'ai encore été étonné. À chaque montage entre les séquences, il y a une vanne. Chaque montage entre les séquences crée du sens. Il est brand new, paf, cut sur new. Et ça, c'est à chaque séquence. À chaque séquence, t'as une espèce de petite vanne de tiens, le montage pourrait être juste un montage de bac, hop, retour au magasin matin. Non, on va caler une vanne. Juste, et ceux qui la verront, elles la verront. Et ça, tu l'as soit des vannes, 5, soit des transitions assez travaillées avec juste, tu vois, un fondu sur un truc qui fait sens avec derrière. La planète, là où Buzz l'éclair, il est comme ça, et t'as la planète et il disparaît et ça revient sur la télé. Ouais, ça qui est une séquence qui est localisée. Ils ont fait une version américaine avec un drapeau, et pour le reste du monde, ils se sont dit, ça va pas marcher, on va faire la planète derrière. Mais Toy Story 2, c'était Pixar en général. Pixar en général, niveau de transition, ils sont quand même super forts. L'anime, c'est ce qu'ils expliquent. Ils peuvent se permettre des trucs que les autres peuvent pas. Donc, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, en animation, tu connais toutes tes transitions avant même de faire le film normalement. Donc c'est aussi la grande force du truc, c'est que tu peux les bosser de manière parfaite, quoi. Buzz se fait remplacer par un autre Buzz. Ils se retrouvent dans une boîte, on voit les Barbie qui sont là, qui font la fête, c'est cool. C'est la première fois donc qu'on voit Barbie. Elle aurait pu apparaître dans le premier, mais Mattel avait refusé. D'ailleurs, petite vanne de Barbie qui est donc dans la voiture, qui conduit tout le groupe là. D'ailleurs, je suis une patate mariage, je suis une patate mariage, je suis une patate mariage. Écarte-toi pour les célibataires. Alors pareil, ça c'est une vanne, je fais bon, ok. Et mais du coup, t'as la Barbie qui présente machin. Regardez les Buzz l'éclair. Ils étaient en pénurie de stock parce qu'ils avaient pas pu répondre à la demande, qui est une vraie vanne parce que du coup, quand Toy Story est sorti, Disney avait pas prévu le succès de Toy Story et du coup, ils étaient vraiment tombés en pénurie de stock. 60 000 Buzz l'éclair en vente en Amérique du Nord à la sortie du premier seulement. Donc, et au final, à l'heure du commentaire audio qui devait dater de 2005. Il y avait eu 900 000 Buzz l'éclair vendus. Oh là là. Tu te dis, ah oui, d'accord, ok, ils avaient vraiment mal prévu, quoi. Ouais. On a, toi qui aimes bien les références, les trucs comme ça, on a Rex qui court après la voiture. Oui. Voilà. Génial, vraiment le Jurassic Park. Mais attendez-moi. Mais vraiment. Non, mais Rex c'est le meilleur. C'est complètement le meilleur. Génial. Hein. Mais je trouve que par rapport au premier, j'avais fait une vidéo justement sur les références dans le premier Toy Story.
Je trouve que dans le 2, elles sont... Elles sont pas subtiles. Elles sont pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que dans le premier, elles étaient vraiment réfléchies. Elles étaient très. Voilà, dans la maison de Sid, la moquette, c'est celle de Shining. Comme ça. Tu sais, c'est très petit. Si tu le sais pas, tu le vois pas. Alors que là, t'as Rex qui court derrière avec le rétroviseur. Tu dis. J'ai déjà vu ça. Je suis ton père, quoi. Je suis ton père. La musique de 2001. Enfin, c'est très gros. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement gros que moi j'aime bien, il y a des films comme ça et Toy Story est super pour cet exercice, c'est jouer à justement t'as la ref. C'est vraiment genre ah mais oui, j'ai et en fait tu vois c'est un bon moment, c'est interactif. C'est pour moi un exemple de film que beaucoup de gens aiment, c'est Mission Cléopâtre. Oui, et je trouve qu'il rentre un peu trop là-dedans. Tu le vois une fois et après tu le vois la deuxième fois et tu fais ouais mais en fait c'est beaucoup. J'adore ce film, je peux. beaucoup de références. Et des fois, c'est un peu too much, quoi, quand c'est un film entier avec que des références. Et c'est un peu le problème que j'ai là avec ce Toy Story 2, c'est que on sent qu'ils étaient contents d'avoir de pouvoir se permettre certains trucs. Et donc, ils y sont allés à fond. Mais je préfère leur blague jeu de mots, par exemple. Tous les jeux de mots à la con qu'ils font avec le cochon ou avec Rex. Plutôt que toutes les références que quand t'es petit tu les as pas donc ça passe, tu vois. Mais une fois que t'es adulte c'est un peu trop moi j'aime bien. Moi c'est le buzz de l'espace, enfin le buzz un peu matrixé là qui appelle Bayonne cochon à la boîte aux lettres et qui appelle Monsieur Patate Vegetable Man. oui essaye de bloquer le mur avec l'homme légume, un truc comme ça. Et de toute façon moi dès que un buzz est en mode premier degré ça me rend hilar. Et du coup là le fait d'avoir les deux côte à côte et Buzz qui est là genre moi j'étais vraiment comme ça là, genre les mecs c'était vraiment ça souligne un truc, ça souligne qu'ils savent déjà aucune idée de quoi faire avec Buzz. Le premier épisode t'as fait Buzz et après tu sais plus quoi foutre avec. On fait la même chose dans le 2 et après le 3 c'est il parle espagnol et dans le 4 on le voit plus. Dans le 4 il est pas là enfin il est là mais pas là. Donc au final Buzz c'est un personnage où ils avaient vraiment une idée en tête de ce qu'ils voulaient faire avec. Et après ils disent en fait c'est juste un ranger normal. Il y a pas c'est dommage parce que c'est quand même c'est peut-être le meilleur personnage du premier parce qu'il a un vrai arc etc. Je trouve ça décevant ce qu'ils font avec Buzz. Sur Woody, je trouve ça un peu décevant ce qu'ils font avec Buzz parce qu'en plus, sans me tromper, je suis à peu près sûr que Buzz c'est ce qui leur rapporte le plus d'argent au niveau merchandising. Quoi. Bien sûr. Et le truc c'est que même ils en parlent dans le film et c'est ce qui est très bizarre, c'est qu'ils en parlent sans pour autant le montrer. C'est justement pourquoi la série de Woody s'est arrêtée, c'est parce que on a commencé à aller Sputnik, on a commencé à aller dans l'espace, on a commencé à s'intéresser aux spationautes. Ils le disent dans le film, donc évidemment on préfère Buzz, même nous encore maintenant, parce que il y a ce truc de c'est le ranger de l'espace alors que le ranger de western, Clint Eastwood c'est fini quoi. Et le truc c'est que justement ce que je trouve très étonnant, c'est que ils ont continué à développer l'arc de ce cow-boy vieillissant alors qu'ils avaient le cow-boy de l'espace et ils se disent eux-mêmes en fait c'est très bizarre. Mais c'est vrai qu'en fait ils l'exploitent au premier degré. Buzz ils vont faire une série sur Disney+, ils en ont déjà fait une avant. Faire un film, il y a un film qui sort, il y a un film sur le véritable héros qui a inspiré la gamme de jouets. C'est-à-dire qu'en fait ils l'exploitent au premier degré. Il y a Lightyear qui sort dans un an. C'est un film live action. Un vrai film d'animation. Le prochain Pixar dans 2 Pixar c'est Lightyear parce que t'as Alerte Rouge avec le panda roux énorme qui sort l'année prochaine et t'as Lightyear qui sort en fin d'année prochaine ou dans 2 ans et qui est doublé par Chris Evans qui est du coup un film sur le véritable Buzz qui a inspiré les jouets. Voilà, c'est ça. Ça va être comme Solo, on va apprendre comment il a eu son nom de famille. C'est exactement ça. À quoi il ressemble sans sa combinaison. Voilà. Mais tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait ils savent l'exploiter au premier degré parce que le personnage a un lore et un design et même plein de trucs qui donne envie, c'est un personnage de jeu vidéo carrément quoi. Mais c'est vrai que dans le film, une fois qu'ils ont passé le cap il s'est rendu compte que c'était pas un jouet, que c'était un jouet justement. Bonjour, je suis Barbie hôtesse. Je vous prie de garder vos mains, vos bras, vos accessoires à l'intérieur de la voiture et pas de flash, merci. Je suis une patate mariée. Jessie a le droit à sa propre chanson Disney. Oui. Parce que là, c'est très Disney. Très belle. On est d'accord, c'est une très belle chanson. C'est la seule chanson surtout. C'est la seule chanson. Randy Newman, on réentend You Got a Friend Give Me, mais sinon. Mais en effet, Jessie a cette chanson très touchante et qui raconte, qui
qui est un des thèmes aussi central de tous les films, quoi. Et ouais, je la trouve, elle est bien, Jessie. J'aime bien comme personnage. J'avais complètement oublié de pas avoir vu ce film pendant super longtemps, et au final, ouais, c'est un très. Et du coup, bon c'est une personnage déception qu'elle disparaisse également dans la suite des films, parce que du coup, c'est l'un des personnages les plus intéressants de Toy Story 2. Et dans le 3, ça devient l'amoureuse de Buzz, ça devient l'amoureuse de Buzz. Pas amoureuse, mais genre mais en gros, tout le monde disparaît un petit peu. Et puis c'est Jessie, du coup, son intérêt. Ouais, c'est vrai. Mais cette séquence, à la base, elle devait être narrée. Ils se sont dit, mais ça va être, on va perdre totalement en émotion. Et c'est un tard aussi qu'ils ont eu l'idée de faire une chanson. Et il l'a écrite apparemment hyper vite, Randy Newman. Ah, il est fort, Randy. Ouais. oui. Randy, tu lui dis, regarde une vidéo de 2-3 minutes et tu chantes tout ce qui est dit. Et voilà. En fait, il chante tout ce qu'il voit en Randy Newman. C'est ça, il fait. Et là, il se passe ça. Et là, il a fait ça. Oui, et c'était triste. J'avais jamais capté qu'en fait, ça se passait dans les années 50 et 60, ce flashback-là. D'ailleurs, l'arbre du rêve, du souvenir de Jessie, c'est l'arbre celui de Mille et une Pattes. pattes. Tout à Encore fait. une fois, on perd rien, on transforme. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe, tu vois. vois. Le même arbre torsadé que tu retrouves. C'est exactement ça. D'ailleurs, dans La Haut, d'ailleurs aussi. Ah bah attends, si on peut faire des économies, on va pas. C'est un asset. Donc encore une fois, abandon, trauma, tout ça. Ouais, mais ça, le thème, il est parfait parce que pour le coup. Tout ça, wouh, mais en vrai, plus on y réfléchit, plus les Pixar. En vrai, les Pixar ne sont pas du tout des films joyeux. Bah, en fait, les bons films pour enfants sont souvent ceux qui parlent aux enfants sans les prendre pour des débiles. Exactement. Bah, les Disney à l'époque, il y avait quand même des trucs comme Bambi, c'était hardcore. Le Roi Lion, des choses comme ça, mais du coup, c'est des films qui restent parce que tu les vois enfants, on parle de choses qui pèsent, qui sont impressionnantes, on prend pas pour un con, et du coup, quand tu grandis avec eux, ils grandissent en toi, et c'est des très très bons films. Et si tu regardes, c'est beau tout ce le que temps tu ça. dis. Merci. Celle-là, c'est vraiment, je pense que c'est la séquence la plus poignante de quasiment de tous les films à part la fin du 3 quoi. Mais, la fin du 3 elle est quand même très très efficace. Et alors moi j'ai découvert un truc qui m'a assez surpris en creusant le truc, c'est qu'il y a la séquence où Woody découvre tous les jouets qui à son effigie. Et bah ça en fait, je savais pas qu'il faisait ça pour l'animation. En fait c'est de l'impro de Tom Hanks. Oui, j'ai vu ça. Ouais, c'est de l'impro total, c'est-à-dire qu'il il lui montrait des photos de différents objets. Et lui il était là genre oh yo-yo, et ils l'ont enregistré et ensuite ils l'ont utilisé. C'est dans après, le film. c'est une fois qu'il a fait son impro sur tout ça que qu'ils ont animé autour. Et c'est vrai quand tu vois la séquence, elle est super bizarre parce que il y a en effet un côté un peu genre un peu approximatif d'un manière oui, maintenant un tu peu le comme dis. la séquence du réparateur, hein. Ils ont fait ça un peu comme on fait un live action en fait. Un peu, ouais. Oui. Et c'est vrai que t'as ce côté un peu approximatif où il dit genre je trouve que la manière dont il parle ça fait pas genre écrit. Tu as raison. Et bah en fait c'est parce que c'était de l'impro et je savais pas du tout. Il savait ce qu'il devait jouer mais il savait pas, il avait pas de texte, il avait pas de bande défilante, tu vois, pour donner un rythme ou quoi que ce soit quoi. Mais en fait sa proprio à Jessie elle a préféré les produits de beauté plutôt que ça. Bah c'est devenu une ado quoi. Ouais, ça fait un peu ça genre maintenant elle a du vernis à ongles et on n'a plus rien à foutre de toi. Bah le truc c'est que justement c'est autant sur l'obsolescence d'un jouet que sur le fait que qu'elle grandit quoi. Qu'un enfant grandit et que même si nous on a gardé nos peluches d'enfance, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a plein qui justement en fait les jettent au bout d'un moment. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on l'avait pas eu du tout, ce point de vue-là, vu que pour l'instant, le seul point de vue, les deux seuls points de vue qu'on a eu d'un enfant en rapport avec ses jouets, c'était Andy et Sid, qui étaient diamétralement opposés. Mais là, d'avoir ce truc de mais en fait, un enfant ne peut, au bout d'un moment, ne plus aimer ses jouets, c'est intéressant. Et c'est pas en plus, c'est un discours qu'on n'a pas dans le reste des Toy Story, vu que dans le 3, Andy aime toujours ses jouets. Mais ouais, un peu ça quand même, c'est un peu ça. Ouais, mais le truc c'est qu'il les aime quand même, alors que là on dit quand même que elle l'aime plus. Et justement il y a ce truc d'amour, je trouve, qui est très très poignant. Moi c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué dans cette séquence, c'est le fait qu'on peut ne plus aimer. Et c'est en fait c'est une relation quoi. C'est comme dans un couple, il y a un moment l'amour c'est fini. Et j'ai trouvé ça très très touchant la manière dont c'est raconté. Ouais, d'ailleurs l'actrice qui double Jessie après elle envoie du steak aussi quand elle. En VF ou en VO? En VO, vraiment, ouais. Ah, je vais regarder en VF. Bah, en VF, ça va, mais en VO, elle a une voix de Disney Princess en VF. Alors oui, c'est dans la chanson, parce que c'est pas elle qui chante, c'est Joan Cusack c'est Joan Cusack qui double, exactement, et la chanson, c'est une chanteuse, j'ai oublié son nom, mais c'est pas Joan Cusack. Je suis la même, mais je crois qu'elle m'a oublié, et j'ai de la peine. Pourtant j'attends chaque jour
Zerg est réveillé. Rex propose d'acheter des ballons pour s'envoler comme des oiseaux. C'est plus ou moins le synopsis de là-haut. Tout je tiens à fait. à dire qu'il a plus ou moins expliqué là-haut. Quoi. La vraie entrée est dans l'ombre à gauche. Suis-moi. Ah, j'ai Buzz qui en fait des caisses. Ah mais les mouvements qu'il fait aussi. Ouais. Il en fait. Espèce de mouvement où il pointe à deux bras. Voilà. Comme ça. Allons-y, vite, utilisons l'homme légume. N'importe quoi. Genre, ah oui, ma ceinture, mon truc anti-gravité. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut? J'adore les autres qui la combattent. Genre, ça va? Genre, Mais ils se rendent compte de rien, c'est ça qui est génial en fait. C'est qu'ils sont tellement dans leur truc, mais il y a du jugement. Et le truc, c'est que ce que j'adore, moi, justement, avec le trio, enfin, les 4 Patate, Bayonne, Rex et Zigzag, c'est qu'ils sont. En fait, c'est vraiment, tu sais, la bande de potes qui se met dans un coin et qui te regarde comme ça et qui te juge, tu sais, genre, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Et le truc, c'est que tu sais qu'ils sont sympas, mais en même temps, ils sont chiants, mais attachants. Vraiment, je trouve que ils sont attachants. Ils sont attachants, tout à fait. On va se faire des pulls. Et je trouve que, justement, ils marchent très bien ensemble parce que c'est de l'humour d'adulte, mais mis à un niveau de vraiment d'enfant, en fait. C'est quand des enfants jouent aux adultes, j'ai l'impression un petit peu leur manière d'être. T'aurais difficilement pu faire un meilleur roster de jouets pour aller chercher Woody, en fait. Parce qu'en fait, quand tu regardes tous les jouets de la chambre d'Andy, c'est vraiment les 4 gold, quoi. C'est vraiment les meilleurs, en fait. Rex, c'est évidemment genre oh, j'ai trop peur, cachez-moi les yeux, je peux pas, j'ai des petits bras. Il y a que des vannes goldées. Il y a une vanne là, c'est je fais comme les jeunes, je danse en boîte. Mais oui, oh là là. Danse dans une oh là là. C'est quand même pas mal celle-là. Il y a que de la vanne, mais c'est pareil, c'est dingue. Mais vraiment, ils sont tous très pinces sans rire. Et ça, je trouve que dans un dessin animé à l'origine pour enfants, c'est vachement ardu de mettre de l'humour comme ça, pince sans rire, et ça marche à chaque fois. Mais ça fait partie des blagues que les parents qui accompagnent les enfants au cinéma kiffent, quoi, surtout. Ouais, moi ça me fait marrer, c'est Monsieur Patate qui prend le volant et qui est nul. Il se tape tous les murs, tout dit pourquoi. Genre, allez, bouge-toi de là. Laisse pas conduire. Bouge-toi là, il fait. C'est pour ça que Bayonne, c'est le meilleur. La team retrouve Woody. Buzz dit à Woody que tu es un jouet, donc comme you ça. are toy. Voilà. C'est marrant parce que il y a tout un travail sur la rythmique de la réplique ou dans le 1, c'était genre la conclusion d'une explication. C'était vraiment genre mais t'es un putain de jouet, tu vois. Et là c'est plus l'inverse, c'est plus genre mais n'oublie pas que tu es un jouet, en fait. Ça t'amène de l'espoir plus que te rappeler à ce que t'es. Au début, il voulait le mimiquer pareil dans la diction parce qu'ils avaient demandé à Tim Allen de refaire un peu la même chose pour que ça sonnait. S'il y avait un problème, quoi. Ils se sont dit, mais en fait, ils se sont rendus compte que c'était l'inverse l'intention était quasiment l'inverse, en fait. Ouais. En vrai, t'as la scène avec les 2 Buzz aussi qui est très drôle, genre. Oui. Mais qui est le vrai Buzz? Et les autres ils regardent. Ouais, mais ça, ce qu'ils font. Mais ça, c'est super drôle. Oh là là. Ils ont des délires, par contre, en animation, ça me fait marrer parce qu'ils se sont fait chier à se dire, vas-y, on va faire comme si il y avait un trait entre les deux. Et on va vraiment genre faire à l'ancienne, en mode on les met chacun d'un côté du cadre, alors qu'on pourrait faire ce qu'ils veulent, tu vois. Ils se sont fait chier à faire la vieille technique, tu vois, genre, il y a des fois ils se tapent des délires comme ça. Le chercheur d'or refuse de laisser partir Woody, donc on apprend que c'est lui le méchant au final dans le film. C'est la première fois qu'un jouet est méchant dans les Toy Story. C'est un jouet qui n'a jamais été joué, quoi. En vrai. C'est vrai, c'est pas vraiment un jouet, lui, c'est plus une boîte qu'autre chose. C'est le mec c'est le jouet qui a jamais été choisi, quoi. C'est un Funko Pop qui traîne. Exactement. C'est pour ça que dans le 3, le personnage de Lotso, c'est vachement plus intéressant. Lui, tout son personnage, il est ouf parce que il y a ce truc comme avec Jessie et Emily, justement. Sauf que là, c'est en version, ça a pas pris. Dark, c'est Darkest Timeline, là. C'est ça. Mais c'est vrai que non, le vieux, il est intéressant, mais le truc, c'est que je trouve il devient méchant trop vite, quoi. Enfin, ça manque un petit peu. On comprend pas. En vrai, je trouve qu'on comprend pas, en fait, pourquoi il est comme ça. C'est pas très bien amené. Ouais. C'est ça. Après, t'as tout le truc de la c'est une sorte de prototype de celui du 3, en fait. C'est quand même un reveal, quoi. Il y a quand même ce reveal de. Parce qu'en fait, il y a eu plein de scènes où, en fait, Woody en veut, par exemple, à Jessie, notamment pour la télé, pour des trucs comme ça. Genre, c'est toi qui m'en veux, c'est toi qui machin. Et au final, tu te rends compte qu'en fait, c'était lui qui avait tout manigancé. D'ailleurs, comment Jessie s'est pas rendu compte que c'était le vieux qui avait foutu la télécommande devant elle? Moi, ce que je me suis dit, c'est que là, en le revoyant, je me suis dit, comme il est petit,
et qu'il y avait Il aurait ça. pu faire- Ouais, c'est ça, il a juste mis sa main comme ça. Ça pioche, je sais pas. Exactement, ça pioche tout mais, à fait. Mais c'est quand même bien amené dans le sens où quand tu sais que c'est le méchant, tu vois totalement le double discours qu'il a. Enfin, pas le double discours, mais en fait que tout ce qu'il dit, c'est pour laver le cerveau de. Exactement. Bah, en fait, quand tu le vois le film 2 fois, tu dis oulala, ouais, effectivement. Donc, je trouve ça plutôt. C'est quand même bien écrit. Ouais, plutôt bien fait. Après, la révélation est pas dingue. Voilà, t'es c'est pas ça. genre à te dire genre quoi, tu vois, La mais tu te révélation, dis genre en fait, c'est pas faux, tu vois. Mais bon. C'est vraiment le truc de nous ne sommes pas des jouets, allons faire ça, c'est ce qu'on doit faire. Bah, bof quoi, enfin, donne des arguments, argumente vraiment, gars. Parce qu'il kifferait être dans la chambre d'Andy, mais bon. Il est au 23e niveau. Et nous, on fait comment pour grimper là-haut? Si on s'attachait à des ballons, on s'envolerait comme des oiseaux. C'est pas grave. C'est vrai que ça arrive à vaincre Zurg, hein, quand même, faut le dire. J'ai vaincu Zurg. Voilà. Et Zurg devient le papa du faux buzz. Et quand donc il se lance la balle, mon Dieu, voilà. tellement le meilleur truc. Ah, c'est le meilleur des papas. Ça, c'est une ref à Field of Dreams, le film de baseball avec Kevin Costner. Et il fait le signe de Star Spock. Trek. Playing catch, c'est un peu un truc que tous les Américains font. Oui, mais c'est le côté en fait c'est parce que son père il est mort dans le. Enfin, en fait, pour eux, il est mort et c'est genre. Dans le Field of Dreams, il joue au baseball avec le fantôme de son père et tout. Et d'accord. Il aime bien les films de baseball, Kevin Costner. Ouais. Les jouets conduisent. Parce que pourquoi pas? Parce que voilà, why not. Et du coup, il y a les aliens qui reviennent. Voilà, et ils ont reconnaissance éternelle. Et ils sont revenus. C'est maintenant les que... enfants de Monsieur Patate. J'aime tellement comment elle les adopte en plus. Elle est drôle, Madame Patate. Elle est pas beaucoup là, mais elle est rigolote. Ouais, elle est plus là dans le 3, je crois. Oui. Ouais. Prends tes yeux méchants, on sait jamais. Il met ses chaussures. Et du coup, t'as la scène de l'aéroport de fou. Quoi. Voilà. Ça, c'est juste les aliens sont revenus parce que ils avaient cartonné au Japon. Ah ouais, non, mais... Et donc ils se sont dit, faut les remettre. Ouais. Bon, je pense que tout le monde s'en souvenait bien. Ouais. Bon, en tout cas, quand même. C'est en allant au Japon, il a vu que c'était le produit dérivé le plus marquant au Japon pour eux. Il parlait que Toy Story c'était les aliens pour le japonais, donc ils se sont dit bon, on va les remettre quand même. Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Ouais, bah moi je l'entends pas de cette oreille. Donc les jouets se retrouvent à l'aéroport pour trouver Woody. Il y a toute une longue course-poursuite. Encore une super séquence avec les tapis roulants. Ouais, T'aurais pu faire juste un truc de... tu rentres dedans, t'as l'avion et c'est terminé. Non, il te rajoute une séquence avec les deux caisses. Enfin, tu vois, il faut quand même te dire, ok, on pourrait, le truc fait 1h25, on pourrait faire une scène simple. Et là, non, on est dans le dernier climax, on va te rajouter encore une séquence forte. Mais et encore une fois, le film, il est blindé de ce genre de petites séquences qui font les joies entre les gros moments. Et ce qui est génial, moi je trouve, c'est que, faut pas oublier, donc, c'est un film avec des jouets, donc tu vois tout à hauteur de jouets. Ouais. Et tu vois aussi des choses que toi, en tant qu'humain, tu peux pas voir. Et je sais pas vous, le tunnel, là, mais vraiment, juste ce truc de, justement, des bagages dans l'aéroport, tout le monde a toujours voulu savoir à quoi ça ressemble parce que tu n'as pas le droit d'y aller et tu sais que c'est un truc de fou. Et le truc, c'est de se dire, voilà, t'es à la place du jouet et tu peux voir. Moi, j'ai découvert à quoi ça ressemblait dans les aéroports grâce à Toy Story 2. Ils sont allés vraiment faire ils ont vraiment eu accès à l'aéroport. Et je trouve ça super intéressant, en fait, que tu fais un peu la petite souris et en fait, tu découvres quelque chose et t'as un peu envie d'être à la place de ce jouet et comme ça, d'être sur les valises, enfin, c'est trop bien. Et après, c'est vrai qu'ils ont cette espèce de générosité dans l'action, en fait, parce que c'était le cas dans le 1, avec des cassages de rythme, tu vois, des fausses pistes, des moments où ça s'arrête, et tu dis, il n'y a plus d'espoir, et hop, ça repart, des trucs évidents où tu te dis, bah, c'est bon, c'est fini, hop, en fait, non, ça T'as beaucoup plus de scènes d'action, effectivement. Ouais, et c'est assez, franchement, et ça m'a vraiment fait penser à Monstres et compagnie aussi, avec cette séquence des portes, qui est très similaire, finalement. Celle avec, je pense que c'est un peu la même construction, même si la scène des portes est quand même vraiment elle est quand même impressionnante, la scène des portes. Tu la vois en 2 minutes, tu fais wow, ok, d'accord, c'est un autre tu level. la vois maintenant, c'est aussi dingue, franchement. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Buzz! Attends! Woody, où vas-tu? Vous avez raison, je ne peux pas empêcher Andy de devenir un homme. Mais je ne voudrais manquer ça pour rien au monde. Le chercheur d'or se retrouve sur le sac d'une petite fille qui maquille ses jouets. Oui. Ça va. Il y a pire, hein. Il aurait pu bien pire. Ouais, ça va. Quelqu'un qui va jouer avec, qui va être maquillé. Mais oui. Voilà. Mais pour lui qui est resté dans une boîte toute sa vie. Ouais. On n'a pas trop parlé de Pile-Poil, mais il déchire grave Pile-Poil. Il est génial, Pile-Poil. Ils ont hésité à le faire parler ou pas. Hein. Et donc là, on a une vraie scène de train tout droit sortie d'un western. C'est la scène du train où même Woody saute de wagon en wagon. Enfin,
j'ai trouvé ça super bien d'avoir Ah oui, c'est vrai. Ouais. que le thème du film ce soit limite un petit peu le western aussi. Tout à fait. On commence avec le western, avec la petite émission de télé et tout ce genre de trucs, pour finir par une grosse course-poursuite western avec un cheval, un cow-boy. Ce qui aurait été pas mal, c'est qu'il y ait presque un... que en fait dans les émissions de Woody qu'on voit, il y ait quasiment la scène de fin. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Oui. Tu vois, Une petite préparation paiement, ouais. machin. Ouais. Ça aurait été pas mal. Ouais. Mais par contre, alors juste, rien à voir, mais c'est parce que ça me fait marrer, c'est que tu peux acheter pile poil à Disneyland. C'est en fait, il y a, tu sais, ce costume, je trouve ça génial, j'ai toujours voulu l'acheter. C'est en fait, tu sais, ce truc que tu... T'as les jambes, en deux parties, ouais. en fait. C'est que vraiment, t'as le devant, t'as le derrière, et tu le mets en sorte de ceinture. Avec ton pote et... Voilà. Ouais, c'est en fait une sorte de ceinture, en fait, mais il est cassé, il est en deux, quoi. Mais en fait, c'est toi, t'es Woody, t'as tes jambes, t'as les jambes de Woody qui sont fausses, et toi, t'as les jambes avant de pile poil. J'avoue que j'ai toujours voulu l'acheter. Bah moi ma fille a un pile poil. File comme le vent, pile poil. C'est ça. Ça a été son premier jeu Toy Story. Non. Ouais. File comme le vent. Et ma moto s'appelle pile poil aussi. Ah bah comme quoi. Bah voilà, regarde. Woody et Jessie arrivent à sauter de l'avion au dernier moment. C'est beau. Et ils sont là pour accueillir Andy. Hein. Franchement, c'est propre. La mère se pose pas de questions, se dit pas. C'est chelou, hein. Comment ça, il y a eu plein de nouveaux jouets, ils sont tous posés comme ça sur le lit avec écrit Welcome Home Andy. J'ai quand même appelé la police, c'est quand même. Il y a quelqu'un qui est rentré chez moi. Ouais. Et ils sont rentrés avec le truc pour transporter les valises. Ouais. Oui. Ouais. Avec le couple qui est là. Et personne pose de questions comment ce truc-là il s'est retrouvé là. Si, t'as un couple qui sort et qui est là en train de boire son café devant le truc, genre, mais c'est pas le bordel. Mais c'est vraiment, tu sens que la mère d'Andy, c'est il se passe des choses, mais je veux pas savoir. Voilà. Vraiment, Je pose pas de questions. Je vois rien, je sais rien. C'est ça. Vous pensez quoi du fait que Buzz et Jessie sont plus ou moins amoureux à la fin du film Bah, le film se termine quand même sur un espèce d'innuendo d'une érection de Buzz l'éclair. Oui, c'est vrai. Ah oui, il y a ses ailes qui... Bah, c'est ça, c'est un innuendo. Ouais, Il regarde Jessie, t'as les ailes Ah de si, verre si, qui il y a font ses ailes qui... ping. Il sort ses ailes, quoi. Et je fais, oh les gars, c'est chelou de terminer sur une blague d'un innuendo. Je suis vraiment trop simple sexuel, pour pas comprendre ça, merde. En fait, c'est un truc qui revient, c'est même dans les trucs de Chuck Jones des années 60-70. T'avais toujours le Pépé le putois qui se gonflait de sang, qui était là, genre, dès qu'il y avait une meuf qui lui faisait un bisou, t'avais le truc. Les gens deviennent, ils deviennent amoureux tout durs. Et quand t'es gosse, tu fais, ah, c'est rigolo, c'est comme ça qu'on est amoureux. Alors oui, c'est une blague d'érection, et très bien. Dans Nicky Larson, c'est encore plus hardcore. Ah oui, bah, c'est Nicky Larson. Le gars, il peut se suspendre à des murs. Oui, c'est un super pouvoir, son érection est un super pouvoir. Je tiens à dire quand même que Rex a un rencard avec Barbie. Voilà. Il dit ça, avant la fin, il dit j'ai un rencard avec Barbie. Oh, je suis fière de lui, mais il va avoir les bras trop petits pour pouvoir la prendre dans ses bras. C'est vraiment le meilleur. C'est le meilleur. Et on termine avec Sifli qui chante comme Sinatra, quoi, la chanson finale. Excellent. Et le petit faux bêtisier dont je me souvenais très bien, qui est très sympa quand on. C'est leur premier. À la fin du film, tout le monde avait bien rigolé. Déjà. Je me suis tout demandé parce que. Non, Mille et une pattes, il y en a un et qui est très 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 drôle pour le coup, Mille et une pattes. Mais j'aime bien parce que c'est vraiment bien fait comme un vrai. C'est vraiment, t'as vraiment l'impression que Woody et Buzz sont des acteurs qui viennent sur le set et que voilà quoi. T'as vraiment les aliens qui font et tu fais quoi après? Ouais, je joue une bactérie dans une pub pour les dentifrices, pas mal et tout. Genre, c'est que des... T'as des buzz, c'est quand même super bien écrit. C'est très très bien écrit. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Toy Story 2? Il est mieux que le 1, il est moins bien que le 3. Et bah moi je dirais qu'il est moins bien que le 1. Ah non, c'est... Il est un tout petit peu moins bien que le 1. Mais il est aussi... En fait, non, les deux sont aussi bien pour moi. C'est que le 1, en fait, le truc, c'est que ça t'installe tout. Mais après, moi, je suis nulle là-dessus, c'est que j'aime toujours dans toutes les sagas, vous voyez, je préfère les premiers à chaque fois. Mais moi, j'adore le 1, tu vois, aussi. Mais je trouve qu'il installe tellement... Et surtout, ce qui manque dans le 2, on l'a dit tout à l'heure, c'est des chansons de Randy Newman. Il y en a que 2, c'est pas assez. C'est pas assez... Pour moi... Vraiment, c'est Toy Story, ce n'est visible que par le prisme des musiques de Randy Newman qui apportent tellement, je trouve, au film. Et là, la chanson de Jessie, moi j'avoue que je la trouve pas dinguissime non plus. Donc c'est pour ça que il y a des trucs au niveau du son de la musique qui sont un peu plus petits et ça fait perdre l'âme Toy Storienne, je trouve. Moi j'aime les deux, mais... Moi je trouve que le 1 il a cette efficacité. Je pense que tout le monde aime les deux. Hein. Oui, bien sûr. Non, c'est clair. Non, mais je pense que le 1 il a une espèce de limpidité et d'efficacité qui
enfin moi que je trouve assez fascinante, c'est-à-dire que le film tu démarres, il se termine, tu fais ah ouais waouh. Oui, il est simple, efficace. Tu vois, et ça c'est hyper fort. Le 2, c'est vrai que tu vois tout le truc où il perd son bras, il va tu sens qu'il y a du remplissage en fait. Il s'éparpille en fait. Il est un peu perdu par moment, il se retrouve. On sent le film qui a été un peu fait de manière rush quand même, un petit peu sur les. Moi je vois ça comme de la densité en fait. Je vois que en fait dans le 1 t'avais ce côté blueprint. C'est très simpliste, encore une fois on en avait parlé, c'est 4-5 scènes et ça va straight to the point, c'est vraiment machin, on n'a pas le temps de creuser, c'est ça, ok d'accord, chacun sa fonction. Et dans le 2, ils ont posé le truc et ils vont creuser et du coup ils vont te prendre une même question qui est ce trauma, cet abandon, cette mort, et ils vont donner plein de points de vue dessus, celui de Woody, celui de Jesse, celui de Buzz, celui de Stinky Pete, t'as plein de variations autour du thème et je trouve que c'est là que on va dire le savoir-faire Pixar gagne toute sa densité et son intérêt, parce que là on commence vraiment à avoir quelque chose de façonné, de creusé, de fouiller. Et je trouve que Toy Story 2 est un film extrêmement dense qui du coup dénote des films, je trouve, très simples, on va dire, mais ce n'est pas simpliste, simple, des deux premiers qui étaient Mille et une pattes et Toy Story, qui étaient très simples, il y a des gentils, il y a des méchants. Là dans le Toy Story 2, t'en arrives même à un moment où tu te dis Stinky Pete, est-ce que c'est vraiment un méchant? Est-ce que c'est vraiment un méchant, ou même Hal, est-ce que c'est vraiment un méchant, tu vois? Alors que t'as vraiment une évolution et je trouve que il va avoir l'air con quand il va débarquer. Non mais bien sûr, mais du coup voilà, je trouve d'une richesse assez folle. Et on voit réagir à la fin. Oui, dans son émission, dans sa pub. Ah oui, mais qui pleure, oui. Et le 3 creusera encore plus ça. D'ailleurs dans la séquence où ils zappent tous là, je me suis fait chier à mettre image par image. En fait c'est tous les courts-métrages Pixar. Tout à fait, Teen Toy, tout ça. Mais je vois ce que tu veux dire, et effectivement le 2 est plus dense. Après, le truc c'est que en fait c'est une trilogie, parce qu'on rappelle que le 4 n'existe pas. J'aime bien le 4. Non, parce qu'ils vont faire les 2 sur les 4. Il est loin d'être mauvais le 4. Il est loin d'être mauvais, c'est juste que c'est pas ça s'arrêtait à la fin du 3. Désolé. Mais il y a un 4. Il donne à la petite, pour moi c'est pas possible. Bref. Mais le truc c'est qu'en fait, il y a les thèmes abordés sont très différents. En fait, c'est une trilogie avec un tronc commun, mais pour le coup qui aborde des choses de manière, en fait c'est vraiment l'enfance, l'adolescence, l'adulterie. En fait je trouve que il est quand même assez proche du 1 dans le. Moi je trouve qu'il y a une évolution et tu mûris. Quand tu vois chaque film, tu mûris de plus en plus. Le film mûrit avec toi. Moi je trouve qu'il est pas plus mûr, mais qu'il est plus généreux et un peu plus. Moi je trouve plus mûr. Généreux, t'as plein de séquences folles. J'adore la simplicité du premier. C'est ça. Ça marche, c'est universel, c'est simple et au final ça fonctionne très bien. Ça c'est un très bon film pour justement développer le lore, le monde, chacun des personnages, etc. C'est une bonne suite, parce que c'est vrai que... Mais pour justement ne pas avoir vu les Toy Story pendant longtemps et là les avoir revus, j'ai eu plus de sentiments devant Toy Story 1, je trouve. Ouais, je suis d'accord. J'ai été plus pris par moment que dans Toy Story 1. Alors que dans le 2, il y a des moments par-ci par-là qui sont qui sont super, mais... Je trouve que la toute dernière scène du 1 avec la course-poursuite à travers le camion, Woody qui s'envole et tout, enfin ça fonctionne tellement super bien. Pareil pour le méchant c'est un gamin et tout, et lui c'est un des méchants les plus marquants de l'histoire de l'animation au final. Et alors que là le méchant dans le 2, comme tu dis, c'est pas un vrai méchant. Moi, voilà, c'est pas, tu vois, il y a pas, c'est moins universel on va dire. Et je trouve qu'il s'éparpille un petit peu, mais en aucun cas ça voudrait dire que c'est un mauvais film. Au contraire, c'est un excellent film. Dans les suites Pixar, ça reste clairement le top niveau. Ça reste le top suite. Il y a Pixar, il y a très peu de suites qui sont bonnes. Il y a eu Dory. Dory, c'était nul. Dory, c'est super bien. Je suis pas d'accord. Dory, j'ai adoré. Monstre Université. Monstre Academy, il est marrant. La seule potable, que je trouve potable, moi, c'est les Indestructibles 2 que je trouve pas mal, mais c'est vrai que c'est quand même souvent les suites t'accuses vraiment le coup, et là pour le coup Toy Story ça fonctionne très bien. Il y a que les Toy Story que j'ai aimé dans le tas de toutes les suites qu'il y a eu. Non, c'est celle qui marche le mieux. C'est celle qui marche le mieux de toute façon. Et puis surtout Dory, comme tu le disais, comme Dory, j'ai tout oublié après l'avoir vu quoi. J'avais vu 2 secondes après, j'avais déjà oublié. Dory, moi j'ai trouvé ça vraiment pas bien. C'est dommage parce que. Et bon, pareil pour Monstre Academy, c'est sympathique, mais ça va pas très loin. On n'est pas trop concernés, nous, en tant que Français. Oui, voilà, sur ces films très américains où t'es là, bon, ok. J'ai vu l'American Pie, je sais comment ça marche, ils vont faire ce genre de film. Okay.
Bah merci à vous deux d'être venus. Bah de rien, merci pour l'invitation. Vous pouvez le retrouver du côté de La Manie du cinéma sur YouTube et Année Lumière sur tous les trucs de podcast tout à qui fait, existent. tous les mois, voilà, un nouvel Année Lumière. Tous les mois. Rejoignez-nous sur Patreon car en ce moment on parle des What If de Marvel avec Maxime et on prépare un épisode sur Team America pour aller avec nos épisodes sur Toy Story, donc patreon.com/plan-séquence et sur Twitter @lasagapod. La semaine prochaine on va vous parler du meilleur Toy Story. Ouais, je pense. Oui. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao. Salut. C'est ça, ta femme en plus sur Internet.